comment peut-on nous faire croire qu'une infime majorité peut avoir tous les pouvoirs, avec un Macron ventriloque dont je parlais tout à l'heure, qui vous dit « vous m'avez élu ». Il y a quelque temps, vous ne savez pas pourquoi vous m'avez élu, mais parce que vous aviez peur du diable que je vous ai présenté en face, et maintenant vous devez m'obéir comme des esclaves. Donc ce sont les rois, la lignée des rois, qui a fait les peuples. Et alors là, les deux propagandes, c'est le dieu écologique. Les écologistes sont les ennemis de la nature. Il suffit d'aller dans toutes les autres directives du gouvernement. La haine, notamment la nature. Il y a une nature masculine, une nature féminine. Ça, c'est aussi vieux que le monde. Ça, c'est universel. Eh bien, on vous dit que non. Donc le but, c'est le pouvoir, rien que le pouvoir, tout le pouvoir. C'est que le triangle, ce delta lumineux, et sur l'autel maçonnique est en face, quand vous rentrez dans une loge, et il doit être éclairé, c'est le seul symbole qui doit être éclairé tout le temps de la tenue. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du Saint-Sacrement. Cherchez l'erreur. Voilà. Et donc, on est dans une histoire de singerie, si vous voulez. Saint-Sacrement avec la petite lumière. Voilà, à côté présence réelle. C'est ça. Présence réelle. Arnaud Hupinski, vous êtes épistémologue. C'est l'étude critique des sciences. Vous êtes linguiste, vous êtes mathématicien et vous êtes docteur en philosophie. La science commence par l'étonnement. C'est ce qu'Aristote a dit. Est-ce que c'est parce que le peuple français n'a pas suffisamment douté des hommes politiques que la France est dans l'état d'effondrement dans lequel elle se trouve aujourd'hui? D'abord, l'étonnement ne conduit pas au doute. Puisque la science commence par l'étonnement, et la science, en tant que science, est une certitude. Alors oui, dans tout ce que vous dites, l'épistémologie, c'est le tribunal des sciences, c'est justement une réflexion sur la science pour voir. Et là, on m'a demandé d'intervenir pour le carbone 14. Quand vous avez deux équipes qui se réclament de la science pour dire l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut un juge, il faut un arbitrage, c'est l'épistémologie qui dit là c'était scientifique, là ça ne l'était pas. Bon. Alors revenons à ce que vous disiez. Bon, le peuple n'a-t-il pas assez douté bon. Toute notre civilisation est basée sur la vérité. C'est la seule civilisation qui est basée sur la vérité. Les Grecs, c'est la science, c'est la vérité. Le christianisme, Jésus a dit, je suis la voie, la vérité. Et l'idéal du scientifique, c'est la vérité. L'idéal de l'écrivain, c'est la quête de la vérité. Et j'allais dire, l'idéal du journalisme, que vous représentez, eh bien, a été formulé dans la charte de Munich qui est violée en permanence, c'est que le principe, c'est la vérité. Donc nous recherchons la vérité. Alors effectivement, pour abonder quand même dans votre sens, il faut douter de soi. Il faut avoir le doute, c'est une méthode, je peux me tromper, comment est-ce que j'ai la preuve? Donc on cherche la preuve, mais le but c'est la certitude. Et le moyen, c'est évidemment la modestie, la prudence, etc. Alors le peuple, qu'est-ce que le peuple? Tout le monde parle du peuple français, mais il suffit de regarder la construction de la France. Au début c'était l'Île-de-France. Qu'est-ce que c'est le peuple français? L'Île-de-France, quand vous aviez le rattachement par exemple de l'Alsace, qui était la cause d'une certaine guerre, donc, ce sont les rois, la lignée des rois, qui a fait les peuples. Et donc, ce qu'on appelle peuple français, ça a été, justement, alors on peut dire, ça a été on peut dire une œuvre, un chef-d'œuvre, mais qui a plusieurs étages. Il y a le religieux, il y a le politique, si vous voulez, et puis il y a le biologique, c'était les peuples français. Donc, c'est une construction. Alors, quand on dit le peuple, quand vous êtes trois dans une pièce, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et donc, le contrat social de Rousseau qui vous dit qu'il y a une volonté générale, alors évidemment, le but, c'est évidemment de faire pièce au roi. C'est-à-dire, il y a la nation d'un côté, le roi de l'autre, donc le roi ne peut pas se détacher de la nation. C'est ce qu'a dit Louis XVI. Alors, doutez. Le peuple, si vous employez le terme, si on prend la population en général, puisque dans les frontières de la France, il y a un peuple, si on appelle peuple les gens qui sont à l'intérieur, pourquoi pas? Il y a quand même certains consensus. Je prends par exemple l'immigration, qui est un sujet à la mode, avec l'affaire Naël notamment. Eh bien, il n'y a pas de doute. Personne n'en veut. Vous voyez? Quand vous dites personne, on va vous dire, c'est pas vrai, il y a une partie des Français qui en veulent. Donc personne. Puisque nous sommes dans un régime démocratique, c'est la majorité qui compte. Quand vous n'êtes pas la majorité, vous n'êtes personne, justement. C'est ce qu'on vous répète à longueur de journée. Macron vous dit, vous n'êtes personne, puisque j'ai une majorité relative. Ça, c'est génial. Hein, majorité relative. Donc, justement, c'est tout le problème de cette idéologie qui se prétend démocratique et qui ne l'est pas, mais qui est un système mathématique, c'est un système d'exclusion. C'est ce que j'ai bien dit d'ailleurs dans ce livre. Je montre bien que la représentativité de Macron n'a jamais dépassé, ni son parti, 20%.
comment peut-on nous faire croire qu'une infime majorité peut avoir tous les pouvoirs, avec un Macron ventriloque dont je parlais tout à l'heure, qui vous dit « vous m'avez élu il y a quelque temps, vous ne savez pas pourquoi vous m'avez élu, mais parce que vous aviez peur du diable que je vous ai présenté en face, et maintenant vous devez m'obéir comme des esclaves ». Donc c'est une mise en esclavage. Alors si on parle de doute, alors le peuple, la question c'est que le peuple, faut-il encore qu'il s'exprime? Il n'a jamais la parole. J'ai cité l'immigration. S'il y a un consensus en France, c'est que plus personne ne veut de l'immigration, sauf ceux qui sont salariés, payés, rétribués, etc. Parce que quand quelqu'un vous dit une absurdité, comme j'entendais récemment que Robespierre était défendable, il faut regarder dans son compte en banque la raison pour laquelle il dit une telle contre-vérité. Mais oui, parce que ce sont des gens, ce sont des mercenaires. Vous avez des médias mercenaires. Bon, vous avez des hommes politiques mercenaires. Bon, donc tout ça, c'est une question, enfin, il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais c'est une question d'argent. Quand quelqu'un vous ment effrontément, c'est qu'il a intérêt. Parce que tout le monde sait où est la vérité. D'ailleurs, les menteurs que nous avons dans les médias mentent extrêmement bien. C'est un petit peu comme un aveugle, quelqu'un qui dit « je suis aveugle » et qui se promène dans la forêt et il ne rencontre qu'un arbre. Est-ce que vous pensez que la plus grande majorité des journalistes qui travaillent dans les médias que l'on connaît mentent, savent qu'ils mentent ou mentent involontairement? Ils savent qu'ils mentent et ils mentent bien. Ce sont des professionnels. Ils ne se trompent jamais dans le mensonge. Là, vous ne faites aucune exclusion. Aucune exclusion. Aucune. Écoutez, bon, je pensais à un membre d'un parti, je ferai un exemple que j'ai en tête, je ne vais pas donner des noms. Bon, un homme politique, un député français, qui rencontre une journaliste, c'était un Serbe. Il se trouve que c'était un Serbe, il parlait de l'affaire de la Serbie, ce qui s'était passé. Eh bien, hors plateau, ils sont tout à fait d'accord. Et au moment de passer sur le plateau, c'était une femme, il se trouve que c'est une femme, la journaliste lui dit, écoutez, d'accord, mais maintenant on passe sur le plateau, nous dirons l'inverse. J'ai assez d'expérience à tous les niveaux dans la politique, tous les niveaux, pour savoir que nous sommes dans un système extrêmement précis. Nous sommes dans un système de mensonges mathématiques. Bon, on parle des éléments de langage de McKinsey. Tout ça, la cuisine est faite en amont. Les esclaves doivent répéter. Bon, et quand vous faites profession intellectuelle, profession d'intelligence, eh bien, vous savez comment les choses se font, vous savez où sont les pièges. Vous savez, parce que, si vous voulez, il y a un système qui est extraordinaire. Alors, je vais aller un petit peu dans un sens pour vous faire plaisir, peut-être, c'est comme la cigarette. Celui qui fume sa première cigarette sait que c'est mauvais pour les poumons. Et au bout d'un certain temps, on s'habitue au mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une figure de théologie. Comme on s'habitue à la cigarette. Oui, en théologie, on vous dit, le premier châtiment, c'est l'obscurcissement. C'est-à-dire que quand vous commencez à mentir, vous savez que vous mentez. Et puis après, ça devient un réflexe. C'est la théologie chrétienne qui nous dit ça? Oui. Donc c'est terrible. Parce que celui, justement, en théologie, puisque vous savez qu'en théologie, il y a l'enfer et le paradis. Bon. Eh bien, quand vous commencez, justement, à rentrer dans le mal, eh bien, alors, vous pouvez trouver une jubilation aussi, parce qu'il y a ceux qui changent de jubilation. Je vais vous raconter aussi après, c'est partout. Moi, mon principe, c'est que tout le monde sait la vérité. Alors, peut-être pas toute la vérité, mais l'entrée de la vérité. Heureusement d'ailleurs, parce que si nous n'avions pas des organes qui nous permettent de savoir la vérité, eh bien, nous rentrerions dans le premier camion qui est en face. Donc nous savons quel est le code de la route. Mais on peut s'habituer à mentir et ne plus savoir appeler après quelle est la vérité. Non, mais nous savons où est la vérité, parce que moi je le sais, par exemple pour l'affaire du coronavirus, j'ai rencontré tout le monde, moi j'ai vu tout le monde. Alors qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait, je pourrais vous donner la liste. Hein. Bon, je vois quelqu'un, quand vous voulez que l'enfer s'arrête, si vous voulez, parce qu'il y a un enfer actuellement, il y a un drame dans tous les domaines, si vous voulez. Les gens souffrent énormément, moralement, physiquement, intellectuellement. Je vous donne un exemple tout bête. Bon. Le ticket de caisse, pas la peine d'avoir fait des études supérieures. Un ticket de caisse, c'est simple. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ticket de caisse. Bon, là, nous sommes le 1er août, et tous les médias nous disent, en mentant permanent, maintenant, vous n'aurez plus le ticket automatiquement. C'est déjà un mensonge. Déjà, il fallait le demander depuis un certain temps. Premier mensonge. C'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est un mensonge. Deuxièmement, bon. Après, ils vous essaient de vous donner une raison. Ils vous disent qu'on va éviter des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier, etc. Super mensonge. Je faisais mes coursières, le ticket c'était rien du tout, et dans mes paquets, okay, vous aviez une tonne d'emballages. Pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas les emballages, par exemple? Bon, deuxièmement.
Après, donc on vous dit que c'est une économie, etc. Donc c'est le matraquage, c'est on vous met dans l'entonnoir, toute la presse vous dit maintenant, attention, obéissez, obéissez, attention si vous demandez un ticket, puis on a même dit que c'était polluant. C'est-à-dire qu'on nous apprend que le ticket c'est mauvais pour la caissière. Attention. Donc si vous voulez, c'est toujours cette idée, quoi qu'il en coûte, vous devez nous obéir. Et alors là, les deux propagandes, c'est le dieu écologique, qui est l'ennemi, je le dis pour ceux qui m'écoutent, les écologistes sont les ennemis de la nature. Il suffit d'aller dans toutes les autres directives du gouvernement. La haine, notamment la nature, il y a une nature masculine, une nature féminine. Ça, c'est aussi vieux que le monde. Ça, c'est universel. Eh bien, on vous dit que non. Bon, donc le même gouvernement vous dit il faut quand même respecter certaines choses et vous dit l'inverse. Bon, on peut passer du temps. Ce sont les ennemis de la nature. Donc, premièrement, obéissez à l'écologie, c'est la nouvelle religion. Je vous rappelle que le pape a parlé de la conversion écologique. C'est quand même pas mal, ça. Hein. Dans le décalogue, il faut rajouter quelque chose. Bon, la conversion écologique, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, c'est le nouveau Dieu qu'il faut adorer. Bon, et puis, il y a le Dieu numérique. J'ai annoncé, effectivement, les mathématiques, voilà l'ennemi en 1982, au moment de la guerre des Malouines. Notre ennemi, c'est actuellement les mathématiques, c'est le numérique. Et on veut nous faire passer au numérique. Donc on vous culpabilise, rien que sur le petit ticket. On parle de la vérité, là. Tout journaliste sait que c'est un mensonge. Et ils le font. Donc c'est le quoi 31. Je vous donne un exemple. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs pervers. Il y a celui qui dit, mais prenez les EHPAD. Vous prenez le Rivotril. La personne ne peut contester. Le Rivotril, Olivier Véran savait très bien que c'était une contre-indication quand il y a un problème respiratoire. On dit que maintenant, il y a une autorisation de Rivotril. Quand vous avez une infirmière ou un personnel de santé qui va administrer le Rivotril, je voudrais rencontrer des choses très 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 précises, parce qu'il faut suivre dans le détail. Vous avez le médecin, par exemple, le médecin qui dit donner du Rivotril si nécessaire. Vous voyez, là le mensonge est précis. Pourquoi est-ce qu'il dit-il si nécessaire? Parce qu'il veut se protéger. Il sait qu'il va assassiner quelqu'un, mais lui suggère d'assassiner, mais peut dire, attendez, j'ai dit si nécessaire. Donc lui, le médecin, ne peut pas dire si c'est nécessaire alors que c'est sa mission, alors que la pauvre infirmière va, elle, prendre la responsabilité. Mais après, il y a le relais du mensonge. C'est la chaîne du mensonge. Le médecin, il commence à tricher, hein. Il commence à tricher, mais il prend ses précautions dans le langage. Après, vous avez l'infirmière qui arrive et voit si nécessaire. Elle peut se dire, bon, cette personne me gêne ou non, et puis elle peut décider, sur des cas très précis. Hein, c'est des choses, il y a des noms derrière ce que je dis. Eh bien, il y a le premier infirmière qui dit, bon, tant que je vais donner sur Rivotril, comme ça va m'arranger, parce que comme ça, la personne va décéder rapidement. Parce qu'après, il faut s'occuper quand quelqu'un est mort. C'est ou une personne qui s'en occupe, ou la suivante. Il faut comprendre la chaîne, si vous voulez, la chaîne sociale. Et elle commence à le faire. Et puis une autre infirmière a dit, bah, attention, si tu le fais, tu l'assassines. Ah, du coup, c'est embêtant, ça devient clair. Donc du coup, la conscience est réveillée, alors qu'elle savait très bien qu'elle allait tuer. Et finalement, elle ne le fait pas. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne est toujours en vie. Là, je prends un exemple. Le ticket vous permet de voir la chaîne de mensonges. La chaîne de mensonges absolue, mercenaire, comme à la Révolution. Les gens croient que c'est le peuple français qui a fait la Révolution. C'est pas le cas du tout. Vous croyez que de couper la tête du gouverneur de la Bastille, c'est n'importe quel Français qui va faire ça? Non. Bah, c'était un apprenti, c'était un boucher. Parce que ce sont des professionnels. Les massacres de septembre, qui sont à l'origine du complotisme dont nous pourrions parler, mais ils étaient payés. On sait combien ils étaient payés. Et de tous les gens qui vous racontent que la Révolution, c'est le peuple, ils savent très bien que c'est pas le peuple qui l'a fait. Puisque le peuple français ne parlait pas français. Puisque le français, c'est la langue du roi. Il y avait les patois. Et on sait très bien, quand on est historien, que la Convention avait des problèmes parce que le peuple français ne parlait pas. Et quand vous étudiez un grammairien comme Bruno, les grammairiens, ils vous disent que le mot liberté n'a aucun sens en patois. Parce qu'il n'y a pas la liberté en général. C'est la liberté d'atteler, c'est la liberté de semer, c'est la liberté de... Donc si vous voulez, nous voyons que les vérités particulières font des mensonges généraux. Puis on les a bien sûr massacrés et on a mis le feu. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. Très tôt, il décide de l'extermination. Mais vous savez, ce n'est pas une spécificité de la Révolution française. La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. C'est des cris épouvantables dans la campagne et il faudra attendre le soir pour que des gens viennent constater, n'est-ce pas? La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide.
On a poussé jusqu'au bout l'expérience en Vendée, parce qu'on a voulu en faire un laboratoire. Ils ont entassé des fagots de bois, de fournis à l'entrée de la caverne et ils ont tout fait brûler, hommes, femmes, enfants. Nous avons retrouvé l'intégralité du dossier. Donc vous me dites, Arnaud Upinski, la Révolution assiste à une grosse mensonge, comme aurait pu dire Louis de Funès, c'est ça? Oui, la Révolution, c'est vraiment le mensonge des mensonges, c'est le mensonge fondateur, le crime fondateur. Bon. Et comme il y a des critères extrêmement simples, et bon, il y aura un symbole que je vais mettre en évidence un de ces jours, c'est que on nous dit le peuple se soulève pour prendre le pouvoir d'une tyrannie. Même certains croient qu'il y avait l'esclavage encore avant la Révolution. Alors déjà, la Révolution, alors on peut le prendre, tout dépend du temps que vous m'accordez, mais le mensonge... On a du temps. On a du temps. Bon. Alors, déjà je vais prendre une image choc, n'est-ce pas, pour maintenir l'écoute, c'est que la fameuse prise de la Bastille, qui est un mensonge intégral. Bon, et le 14 juillet, c'est la honte intégrale. C'est la honte de l'intelligence, c'est bon. Je vous en dire deux mots. Bon. Eh bien, dans la prise de la Bastille, vous prenez, évidemment, la Bastille, c'est ce que disait Chateaubriand, qui était présent lors de la prise de la Bastille. Il a dit, si le gouverneur n'avait pas ouvert les portes, eh bien, la Bastille n'aurait pas été prise. Donc déjà, c'est pas la prise de la Bastille. Bon, c'était un petit nombre d'invalides en plus. Et puis il y avait 7 personnes, il y a eu 4 faussaires. Enfin, mais la Bastille a été prise non pas comme symbole de ci ou ça. Ça a été un symbole mis en scène, mais c'était parce qu'il fallait prendre la poudre. Et le reste de la poudre, c'était les fusils qui étaient aux Invalides. Donc on voit bien qu'il y avait un plan préétabli. Mais en plus, c'est pas le peuple qui a pris la Bastille, c'est les gardes françaises. Ce sont des troupes de ligne. Le symbole ignominieux, c'est que le gouverneur de la Bastille, perdant la tête avant qu'on lui coupe, dit que se rend finalement en demandant la vie sauve pour lui et pour ces quelques invalides qu'il y avait là. Alors ça lui est accordé par, non pas le peuple lui accorde, et le fameux peuple qui veut rien dire, et effectivement vous avez un apprenti à boucher qui va lui couper la tête. C'est pas le peuple qui coupe la tête. Les gens normaux ne font pas ce genre d'ignominie. Bon, on lui coupe la tête, donc c'est absolument ignoble. Bon. Et alors après, la prise de la Bastille était tellement ignominieuse, je continue le symbole, puisque nous sommes dans le mensonge des symboles, et que la Révolution française, c'est vraiment le mensonge qui nous met en esclavage, parce que nous sommes en esclavage au nom de cette prétendue liberté. Je vous rappelle, pour ne pas oublier, que Machiavel disait bien que la France était un pays hérissé de liberté, avec un S. Parce que la liberté au singulier, c'est la suppression de toutes les libertés, forcément. La liberté, elle est plurielle. La vôtre n'est pas la mienne, etc. Alors déjà, le 14 juillet, c'est une imposture totale. C'est une imposture totale. Ça n'a pas été la prise de la Bastille, c'est les troupes qui étaient réglées. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire des gardes français. Donc Arnaud Upinski, le 14 juillet, quand on fait, pardonnez-moi l'expression, péter des feux d'artifice partout en France, on fête le mensonge. On fête l'acte le plus honteux, la trahison, le reniement, la honte totale. On parlera de la Marseillaise si vous voulez. Parce que si vous voulez, si on apprend aux Français, on ne leur apprend plus ni à lire ni à écrire, on ne leur apprend plus la grammaire, mais on ne leur apprend surtout pas les symboles. Parce que les symboles ont un sens. Alors continuons sur la prise de la Bastille, puisque vous m'y invitez et que vous avez dit qu'on avait du temps. Alors, vous avez un an après le 14 juillet 1789, ça la plupart des Français le savent, eh bien c'est le 14 juillet 1790. Plus un. Bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la fête de la Fédération, et qui a eu lieu au fameux Champ de Mars, où maintenant, qui doit peut-être être fermé. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'alchimie de la Révolution, parce que c'est une imposture absolument totale. C'est-à-dire que c'est une prise du pouvoir pour en faire une monarchie absolue. Parce que nous sommes dans une monarchie absolue. C'est-à-dire que le roi de France n'avait pas le droit de changer notamment les coutumes. Vous me le rappellerez par là. Donc le roi de France avait infiniment moins de pouvoir que Macron et tous les gens qui sont derrière lui, les lobbies et compagnie. Bon. Alors après, donc il y a une construction symbolique à la Révolution. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a le roi, il y a le peuple, il y a le soulèvement, il y a la liberté, l'égalité, la fraternité, ou la mort. N'oublions jamais, ou la mort, écrit sur la mairie de Paris. 90. Et là, il faut continuer l'imposture, c'est-à-dire que le but des gens qui se cachent derrière la Révolution, je dis bien qui se cachent derrière la Révolution, ils ne sont toujours pas connus. Bon, il y a le club breton, enfin pour en parler, il y a une filiation avec les imbéciles heureux aussi, hein, les idiots utiles, qui seront tous guillotinés, parce qu'on ne nous explique pas, dans une guerre normale, il y a deux camps.
et puis il y a un camp qui attaque l'autre. Mais quand vous avez le camp qui s'autodivorce, parce que tous les révolutionnaires sont tués les uns après les autres, je vous raconterai comment Robespierre a eu la peau de Babeuf, etc. C'est connu tout ça. Comment est-ce qu'on va couper la tête Mais ils y passent tous. Ils sont où maintenant? À la place de la Concorde. Il n'y a aucun monument qui commerce, ils sont tous passés. Hein. Vous avez évidemment Louis XVI qui ouvre la partie, mais après vous avez Robespierre, Fabre d'Églantine, etc. Comment expliquer que des gens vertueux comme ça se sont autodétruits? Parce que normalement, s'il y a un mauvais camp, il y a un bon camp. Il n'y a pas de bon camp. Ils se dévorent. Il y a une mécanique au service de l'Angleterre. Parce qu'on oublie l'Angleterre qui est derrière. Avec Pitt, ses déclarations. Donc c'est une couillonnade, comme on dit dans le Midi, la Révolution, extraordinaire. Bon. Alors, je continue sur le symbole du 14 juillet. Et qui marche depuis 2 siècles et demi. Oui, qui marche. Mais qui marche avec, justement, la fameuse presse dont vous parlez. Ce qu'on appelait les écrivains mercenaires. La presse mercenaire, c'est ce qu'on disait à la fin du 19e siècle. Il est connu qu'il y a des écrivains qui sont mercenaires. C'est-à-dire que ceux qui disent la vérité, comme moi, ça leur coûte, si je peux dire, mais ceux qui mentent, ça leur rapporte. Alors, c'est ce qu'on appelle, ce que Macron et les autres appellent la balance risque-bénéfice. Vous voyez? Qu'est-ce que je risque en mentant? Qu'est-ce que ça rapporte? Alors, quand vous mentez en bande organisée, ça rapporte. Alors, je continue le 14 juillet. Le 14 juillet, l'année suivante, donc le but, je vous répète, c'est de prendre le pouvoir pour en faire un pouvoir absolu actuellement. Et il y a une phrase de Cambon qui est extraordinaire. Après le 21 janvier 1793, il dit « Nous avons brûlé le vaisseau qui nous a permis d'accéder à l'île de la Liberté ». C'est-à-dire que le vaisseau, c'était Louis XVI. C'est-à-dire que Louis XVI a servi, le pouvoir de Louis XVI a servi pour désarmer la France et pour transmettre les clés du pouvoir, c'est-à-dire l'armée, l'administration, les finances, etc., à une bande d'assassins et de menteurs professionnels au service, finalement, du système anglais dont nous pouvons parler. Alors, le 14 juillet... Étienne Chouard dit « Ce sont les marchands qui ont pris le pouvoir ». Oui, mais enfin, non, c'est pas vrai. Mais les marchands ne prennent pas le pouvoir. Étienne Chouard, il est gentil, mais lui, il croit qu'en étant dans un train, excusez-moi, bon, il croit qu'en étant dans un train, n'importe qui peut faire une constitution. Il n'a pas compris qu'une constitution, ce n'est pas écrit. Alors, il pense évidemment à la Suisse. Je rappelle que la Suisse faisait partie de l'Empire français. Il suffit d'aller à l'ambassade de Suisse pour voir le superbe tableau avec Louis XIV, le pacte d'alliance. Le roi de France, justement, était l'arbitre, si vous voulez. Et la mère des démocraties modernes, qui est l'Angleterre, elle n'a pas de constitution écrite. C'est comme vous. Vous avez une constitution. Quand vous allez voir le médecin, il vous dit vous avez une très bonne constitution. Mais il ne vous demande pas de l'écrire. Parce que justement, le génie de la constitution anglaise, c'est de ne pas être écrit, mais d'avoir des éléments et d'avoir l'art de l'intelligence de ceux qui dirigent, d'utiliser la partie où il faut dans la Constitution. Vous voyez? Donc, Étienne Chouard, le problème d'Étienne Chouard, si vous voulez, c'est qu'il ne sait pas faire la différence entre la verticale et l'horizontale. Et il croit que l'horizontale, ça fait une verticale. Les mathématiques élémentaires montrent qu'il faut. Alors, je continue sur le 14 juillet. Alors, les révolutionnaires, évidemment, sont en train de détruire toute la constitution de la France pour établir une dictature absolue qui est rapportée dans un seul point. Et là, on pourrait parler du centre de gravité, parce que, disons que la volonté générale est pensée comme un centre de gravité avec un vecteur qui donne le mouvement. C'est ce qui est vendu dans le contrat social qui est illisible. Bon, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque de d'Alembert, le concept de centre de gravité, c'est-à-dire que dans un objet, on peut tout concentrer sur un point qui s'appelle centre de gravité, arrive à maturité. Et il va être traduit en termes politiques dans le contrat social de Rousseau. Quand on lit, si on ne sait pas ce que c'est qu'un centre de gravité, on n'y comprend rien. Bon. Alors je continue. Donc le but, c'est le pouvoir, rien que le pouvoir, tout le pouvoir. Et les marchands n'ont évidemment pas pris le pouvoir. Je vous rappelle que Robespierre n'était pas marchand, Danton n'était pas marchand, le duc d'Orléans, qui était le grand maître de la franc-maçonnerie, n'était pas marchand, etc. C'est de la rigolade. Bon, non, mais alors, sauf si on considère que l'Angleterre sont des marchands. Enfin, la City, c'est autre chose que des marchands, c'est quand même de la finance. Et la finance, c'est Mammon. Et Mammon, c'est l'alter ego de Dieu à l'envers. Bon, donc il faut faire un petit peu de théologie. C'est ce que disait Talleyrand d'ailleurs. Il disait, ce qui m'a le plus appris, c'est la théologie. Alors je continue, nous sommes toujours en route pour le 14 juillet 1790. Alors là, il faut faire une alchimie, c'est-à-dire remplacer la constitution de la France qui était faite de nations, parce que dire que la France est une nation, c'est un contresens, c'est un mensonge. La France n'est pas une nation, c'est un empire. C'est le terme qui était utilisé au moment de la Révolution. Quand vous prenez Mirabeau, Mirabeau parle de l'empire.
plus que la nation. Pourquoi? Parce que si vous allez, par exemple, dans cette nouvelle imposture qui est l'Institut de France, c'est que c'est Napoléon qui a créé l'Institut de France. Donc il fait croire qu'il a fait l'Institut de France. Quand vous allez sous la coupole, vous avez le buste de Napoléon, qui est une imposture. Parce que ce qu'a fait Napoléon, c'est la manipulation. Il a rassemblé dans un institut les académies qui dataient notamment de Louis XIV, à partir notamment l'Académie française de Louis XIII. L'Institut de France, c'est le collège des 4 nations, créé par Mazarin. Or, les 4 nations, c'était le nom qui était donné aux provinces, on peut appeler ça province, mais c'était des nations qui avaient été rattachées par Louis XIV à la France. Vous avez l'Artois, l'Alsace, et puis vous avez le Roussillon. Donc on appelait bien, parce qu'il faut suivre les mots. Le grand secret, je vous demande aux éditeurs de comprendre, tout est dans les mots. La clé, c'est dans les mots. Nous sommes dirigés par les phrases et par les mots, et quand on veut changer un peuple, on change les mots. Confucius a dit des choses intéressantes. Donc en changeant le mot mariage, on a détruit la société. Mais il suffit d'imposer une chose illégale, parce que le mot mariage est anticonstitutionnel, puisqu'il n'appartient pas, le mot appartient au peuple et pas au gouvernement. La loi Taubira est une atteinte à la Constitution. Je l'ai dit, j'avais suivi, mais les lâches n'ont pas suivi. C'est là que tous les menteurs suivent. Ils se disent quel est mon intérêt à dire la vérité. Hein, j'ai entendu ça. Oui, quel est l'intérêt? Bon, alors on revient. Donc la France était un empire, le roi était l'empereur, si vous voulez, c'est les termes, et les peuples avaient un degré d'indépendance. On est sur le thème, 14 juillet et le mensonge de la Révolution. Alors, l'idée, c'est que vous aviez des peuples qui étaient libres. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, je crois que vous avez des relations avec la Bretagne, si vous allez au Parlement de Bretagne, vous voyez qu'il y a une inscription, il y a une réunion, et qui dit « nous garderons la Constitution de Bretagne ». Bon, mais la petite astuce mathématique, c'est que quand vous faites voter tout le monde, celui qui décide, c'est pas chacun, c'est celui qui fait voter. Donc, si vous voulez, toute la destruction des constitutions, que ça soit en Provence, Mirabeau et les autres, il fallait garder la constitution de Provence. Mais quand vous faites voter tout le monde, et je vais vous dire comment, par un artifice encore un mensonge de plus, eh bien plus personne n'est libre, puisque c'est la majorité qui décide. Donc toutes les minorités sont en minorité, mais qu'est-ce que la majorité? C'est ce que disait Coluche, c'est un ensemble de minorités mis bout à bout. Donc c'est une construction mathématique. Et c'est très très malin tout ça. Et vous parliez tout à l'heure le doute, mais les Français, évidemment, sont éduqués dès l'enfance à ne pas douter de ce dogme, liberté, égalité, fraternité, choucroute, etc. Pas douter de la hiérarchie de manière générale, d'ailleurs, qu'elle soit spirituelle ou politique. On les a aliénés à eux-mêmes pour se projeter dans un mot, le peuple. Alors, ce qui compte, c'est le pays de Serre, le pays gallo, le pays d'Arrée, etc. C'est ça, la vérité. Je vous cite le Cheval d'Orgueil que vous avez certainement lu. Et là, vous voyez ce que c'est qu'un peuple précis, enraciné, dans sa famille, dans ses traditions, dans ses costumes, etc. Donc là, on va arriver quand même, parce que c'est le but, au 14 juillet 1790, il fallait faire rentrer les Français dans d'autres cases. Eux, les vraies cases, c'était les cases de leur pays. Je vous rappelle qu'il y a peu de temps encore, le voisin du village d'à côté, c'était l'étranger. Donc ils vivaient, ils étaient enracinés dans leur village, dans leur pays, je pense au pays de Serre en particulier, dans leurs coutumes, dans l'habitat. Et là, il fallait faire éclater tout ça. Donc il fallait changer les noms, l'histoire de Confucius et d'autres. C'est-à-dire que maintenant, Loir-et-Cher, quels sont les habitants du Loir-et-Cher? Il n'y a pas de mot. C'est comme les États-Unis, il n'y a pas de nom pour les États-Unis. Parce que c'est pas un peuple, c'est rien du tout, c'est un nom. C'est un espace. Alors ils ont pris les noms de fleuves qui ont remplacé les noms de peuples. Par exemple, le Poitou, c'était les Pictons. Donc derrière tous les peuples qu'il y avait la France, il y avait des peuples. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Alsacien, par exemple, un Alsacien et un Provençal? C'était le roi. C'est-à-dire que quand vous voyez les structures d'identité d'autrefois, eh bien, vous étiez d'abord de votre village, puis après de votre pays, et puis après de votre province, et puis après vous étiez... Alors, il y a l'identité religieuse et du royaume de France. Donc, vous remarquerez quand même que la France qui s'est faite par des mariages, par aussi il y a eu quelques conflits, je pense au traité des Pyrénées, enfin on pourra en parler, mais il n'y a jamais eu de mouvement de libération nationale. Quand vous avez la Franche-Comté qui faisait partie du corps de l'Empire, du Saint-Empire romain, qui est rattaché à la France, mais il n'y a eu pas de mouvement populaire. Je vais vous poser la question. Pourquoi? Je ne sais pas, quelle est la réponse? Eh bien elle est très simple. C'est que les peuples autrefois étaient libres. C'est-à-dire que la liberté, c'est la liberté
de s'habiller de certaine manière, de fêter ensemble, d'avoir toutes ces coutumes ensemble. Et donc ils étaient libres, ils étaient eux-mêmes. Il n'y avait pas un pouvoir jacobin, centraliste, etc. Et donc, quand ils changeaient de souverain en haut, ça ne changeait rien à leur vie personnelle. Bah oui, que vous soyez rattaché à l'empereur d'Allemagne ou au roi de France, ça ne changeait pas grand-chose. C'est-à-dire, on continuait à vivre de la même manière, on s'administrait de la même manière, et le roi n'avait pas le droit de changer les coutumes. Il faisait des ordonnances. Pour faire des lois, toute cette bande je n'ose pas dire de nom, d'ignorants, de menteurs, de trafiquants, qui changent les lois pour vous obliger à un moment donné, vous n'avez même plus le droit de vous soigner vous-même, il faut se prendre pour Dieu. Donc ce n'est même pas une dictature, c'est bien au-delà, on a dépassé. Donc, si vous voulez, le système, si vous voulez, la politique, le système idéal, c'est ce que je dis dans certaines conférences du NAOI, c'était le système politique idéal, c'est l'idéal sans système, c'est-à-dire organique. C'est le corps qui s'exprime lui-même, si vous voulez. Et donc, sur des siècles. Et donc, il n'y a pas eu de mouvement d'insurrection populaire, justement. C'est l'inverse de ce qu'on nous raconte, la blague qu'on nous raconte à la Révolution, qui était une révolution politique. C'est pas du tout les commerçants. Et idéologique, avec l'Angleterre derrière, c'est l'empire démocratique anglo-saxon qui se répandait. Ventriloque, en disant « Vous êtes libre, donc vous allez m'obéir ». C'est très malin, c'est tellement simple et bête. Et donc, il n'y a pas eu d'insurrection parce qu'il y avait le respect de l'identité de ces peuples. Et donc, à la Révolution, il faut détruire toutes les identités pour créer une seule identité qu'on va appeler nation et qui est en fait une individualisation, c'est-à-dire une poussière d'individus qui vont devoir obéir. Et je vous dis, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que 12 siècles de royauté avaient préservé, c'est-à-dire l'identité des costumes, des habitats, de la cuisine, et que l'on voit quand on se promène en France, on voit bien que c'est différent. C'est pas la majorité qui a décidé que tout le monde faisait des bâtiments identiques. Les nouvelles gendarmeries, les cubes, les HLM, les cages à lapins, comme les appellent. Ça, c'est ce qu'a apporté la Révolution. Une seule majorité, donc tous identiques. Et puisqu'il n'y a qu'une décision. Donc tout le monde est d'accord pour décider de ne plus être personne. Mais c'est tellement bête, si vous voulez. C'est tellement abrutissant. Heureusement, maintenant, quand même, la population dans son ensemble commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Bon. Et alors, le plan d'invasion Macron, de disséminer partout l'immigration, puisque c'est le principe du cancer, quand il y a un cancer quelque part, pour sauver le malade, ça c'est la médecine Macron, il faut répandre partout, il faut métastaser partout. Non mais, c'est tellement bête. Et là, je vous dis, quand même, vous prenez les journalistes, je reviens, ce sont tous des menteurs conscients. Parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que la réalité, elle crève les yeux. Elle crève les yeux. Bon. Quand vous enfermez les gens chez eux, ben, il est évident que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Quand vous êtes quand même, vous êtes en nombre, quand il y a une épidémie, le menteur en chef Macron nous a fait croire qu'ils étaient surpris par l'épidémie. Attendez, le serment d'Hippocrate, c'est celui qui a fait le premier traité des épidémies. On sait ce que c'est. En plus, c'était une grippe, comme la grippe de Hong Kong, une grippe certes de Wuhan, qui tuait, qui mourait, bien entendu. Mais c'était pas nouveau. Mais il fallait faire peur. Nous sommes en guerre. Encore un mensonge. Le journaliste, on sait très bien ce qu'on fait à l'école de journaliste, il faut répéter ce que dit le voisin, mais quand même. Nous sommes en guerre sans doute, le pouvoir politique contre le peuple. Oui, alors ça on peut le dire, mais ça c'est la face, effectivement, la deuxième version, si vous voulez, la vue supérieure. Mais quand il dit ça, je prends un exemple. Un journaliste, c'est ce que c'est que la guerre. Il a un dictionnaire d'ailleurs. Bon. Le président dit « nous sommes en guerre ». C'est qui contre qui? Alors, il dit contre une chose invisible, insaisissable, etc. Donc déjà, il a le poisson, si je peux dire. Mais, bon, nous sommes en guerre. Bon. Ben, en guerre, normalement, si nous sommes en guerre médicale, ben, qu'est-ce qui doit s'occuper de la guerre? C'est l'armée. Je vous rappelle qu'il y a des corps de santé. C'est-à-dire que quand vous voulez reconstruire Notre-Dame, vous prenez un général. Mais quand il y a une épidémie, vous oubliez l'hôpital Bégin, par exemple. Mais quand même, au 3e millénaire, il y a des gens qui sont payés pour penser très cher. Et évidemment, il y avait des gens qui devaient se dire, si jamais il y a une épidémie, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a forcément des règles à suivre. Hein, c'est comme sur la route, il y a des codes de la route.
il y a le code de la santé. Et quand vous étudiez, je l'ai dit, dans ma lettre, réponse du peuple français au président Macron sur l'épidémie qui était portée par les Gilets jaunes, c'est pour ça que je vous dis, je vois bien que le mensonge est patent. Quand vous avez quelqu'un en face et que vous lui dites la vérité, il n'en veut pas. Donc ce sont tous des menteurs. Bon, tous. Bon, tous. Et je veux bien vous les prendre un par un. Bon. Eh bien, quand vous avez cette guerre, normalement, eh bien, à un moment donné, donc il y a une procédure qui était prévue pour les épidémies, que j'ai regardé, que j'ai publié. Eh bien, personne ne l'a vu, bizarrement. C'est comme ce livre. Bon. Le livre le plus censuré est le seul qui traite la question clé de la phrase de Macron. Macron dit « La politique, c'est un style, c'est une magie ». Aucun journaliste n'a posé la question à Macron. « Monsieur le Président, nous vous respectons ». Que veut dire cette phrase? Personne. Donc en fait, il y a menteur. De même que personne ne l'a relancé, en France en tout cas, lorsqu'il a dit que la bête de l'événement arrive et elle est là. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Quelle est cette bête? Oui, mais alors, bon, là, il y a tout ça, et là, on rentre dans des domaines compliqués, mais quand vous avez des gens qui ne savent même plus que c'est que 2 plus 2 égale 4, il ne faut pas leur demander ce que c'est qu'une bête. Que la bête de l'Apocalypse, la bête de ci, etc. Donc, c'est le problème de... J'allais dire, ceux qui se qualifieraient eux-mêmes de complotistes, c'est qu'ils vont chercher très loin des choses dont on peut discuter, certes, mais qui demandent beaucoup de savoir, alors que les évidences, ils ne veulent pas les voir. Moi, ma politique, c'est de rester sur les évidences. Comme le ticket. Je prends un ticket, par exemple, si je veux vous montrer que la mer est salée, il me suffit d'une cuillère à soupe. Pas besoin d'aller plus. Il y en a qui veulent faire des expériences randomisées. Il faut 15 océans pour voir... Bon, voilà. On est là, c'est-à-dire qu'on voit le poisson, c'est qu'elle le dire. Bon. Alors je reviens sur la guerre. Il faut prendre une seule chose et aller jusqu'au bout. Il faut tester, tracer, isoler, identifier et éliminer. La guerre. Bon, vous savez ce que c'est comme journaliste, ce qu'on appelle un champ sémantique. Dès que vous parlez de la guerre, vous êtes dans un champ sémantique. Bon, quel genre de guerre? Mettons, une guerre médicale, médicinale, contre une épidémie. Bon, mettons. Mais donc il fallait faire appel à l'armée. Il y a une procédure. La procédure, elle est à l'hôpital Bégin. D'accord? L'hôpital des armées. Vous la lisez. Je vous passe savoir. Il y avait 2 principes. 1, s'il y a une épidémie, fermez les frontières. Et Macron a fait un bras d'honneur. Donc il a violé la loi. Et là, ça pose la question, qui est chargé de l'application de la loi en France? Nous y reviendrons. Deuxièmement, mettre en première ligne les médecins généralistes. Quand vous avez un subordonné comme Macron, parce que je vous rappelle que c'est un subordonné, c'est notre serviteur, c'est nous le souverain, d'accord? Et quand vous avez c'est nous qui payons. Non, c'est pas que nous payons, c'est-à-dire qu'au titre de la Constitution, nous sommes souverains, le peuple souverain. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Bon. Donc, comme Macron, qui fait le malin, qui fait le roi, etc., c'est un exécutant, il doit exécuter la procédure. Et s'il n'est pas capable de le faire, il doit dire pourquoi il ne l'applique pas. Mais là, non seulement il ne l'a pas dit, mais il a fait un bras d'honneur. Il s'est moqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu dire, français, etc. C'est ce qu'il devait faire. Je suis chargé évidemment d'appliquer les règles, etc. Il y a une procédure qui est prévue. C'est pas la première fois dans l'histoire du monde qu'il y a une épidémie. Nous savons ce que c'est, etc., etc. Il a dit l'inverse. Et il devait dire, je ne peux pas fermer les frontières, mais je vous rappelle que quand vous avez le premier transport aérien qui est arrivé dans la fameuse base militaire au nord de Paris, eh bien, les personnes n'ont pas été isolées. Et là, c'est parti en particulier. Donc, je ne dis pas qu'on pouvait fermer les frontières au sens naïf, mettre des cadenas partout, mais il y avait des mesures à prendre. Il ne les a pas prises parce qu'il fallait faire flamber l'épidémie. C'était le but. Et vous savez quelle est la preuve qu'il voulait faire flamber l'épidémie? Eh bien, c'est qu'il disait aux gens de rester chez eux avec du paracétamol. Et tout le monde sait en médecine que ça permettait de cacher et après ça flambe. Donc le but, c'était de créer de belles images à la télévision avec des hôpitaux engorgés. Tout ça, ça a été fait, c'est mathématique. Alors je continue si vous voulez. Deuxième chose, mettre les médecins généralistes en première ligne. Qu'est-ce qu'il a fait? L'inverse. Il a dit que c'était les médecins hospitaliers, la première ligne. Et donc on voit, le mensonge est permanent, la duplicité est permanente, et si vous faites de l'ordonnancement matériel et intellectuel, vous arrivez au fait que c'est un plan criminel. Ça, c'est ce que l'intelligence conduit à découvrir. Mais Arnaud Opinski, la question que l'on peut se poser, c'est à quelle fin? Quand ils ont tous les pouvoirs,
Les hommes politiques qui dirigent ont tous les pouvoirs. Enfin, c'est quoi le but? C'est quoi la finalité de tout ça? Eh bien, vous êtes d'une fraîcheur qui vous honore. Hein, vous êtes comme l'enfant qui vient de naître. Bon. C'est-à-dire que là, d'abord, si vous regardez les réformes qu'il y a actuellement, notamment sur le chômage, etc., vous avez des parasites qui sont là. Il y a beaucoup de parasites. Il n'y a jamais assez de parasites. Je discutais justement avec une caissière hier, parce qu'il faut... Dans le mensonge, comment se fait-il que quand vous discutez avec une caissière, elle a tout compris, et quand vous écoutez le ministre, lui n'a rien compris? Cherchez Soit l'erreur. il le fait exprès, soit... Mais je vous dis, il ne peut pas. Le système s'écroulerait. Quand vous avez un système qui vit à l'envers du mensonge, il faut être extrêmement précis. Parce que si vous ne mentez pas exactement comme il faut, tout s'écroule. C'est pas si facile que ça de mentir. C'est pour ça que les grands bandits souvent se taisent. Mais là, ils parlent, les grands bandits. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Il n'y en a jamais assez. C'est ce que me disait la caissière. Et ils en veulent toujours plus. On a toujours plus de contraintes. Maintenant, il va falloir être verbalisé si on ne fait pas ça, etc. Donc, il faut toujours plus de pouvoir. C'est ce que disait le président Giscard d'Estaing. Il disait, le goût du pouvoir, c'est le goût de l'abus du pouvoir. Et c'est là on rentre dans ces malades qui nous gouvernent, notamment dans toute une littérature, ils en veulent toujours plus. Alors, je vais vous citer quand même... Une oie gavée, elle explose. Pardonnez-moi l'expression. Justement, la loi, c'est pas une loi, c'est un jeu de loi, c'est vrai. Mais je vais vous citer un exemple. La mère des démocraties, c'est l'Angleterre. Bon, moderne. Mais la sœur, c'est les États-Unis. Bon. Une chose qui crève les yeux. Quand j'étais encore plus jeune que maintenant, parce que j'ai 20 ans, mais je ne dirai pas depuis combien de temps, hein, bon, c'est qu'on nous montrait des Indiens qui étaient présentés comme des sauvages, et avec des cow-boys qui les tiraient aux pigeons, puisque vous prenez le... Bon. Et évidemment, vous les voyez qui scalpaient, etc. Mais personne ne sait qu'en Californie, il y a un budget de plusieurs milliards, plusieurs millions, enfin, les qui avaient été votés pour scalper les femmes et les Indiens. Bon. C'est-à-dire que quand vous prenez le génocide indien, on peut employer le terme, eh bien, on vous parlait, j'écoutais encore ce matin, vous parlez de la démocratie en Amérique, c'est merveilleux, etc. Et vous avez une statue de la liberté sur un cimetière. C'est un génocide. Vous vous rendez compte? Eh bien ça, on ne le voit pas. Alors vous dites, c'est là que je voulais en venir, vous dites, mais à un moment donné, c'est gavé. Eh bien, votre raisonnement, c'était un raisonnement d'Indien. Donc, quelqu'un de sain et d'honnête, si vous voulez, Et les Indiens, qui étaient des gens qui étaient tout à fait différents des cow-boys, si je peux dire, ils ne comprenaient pas. C'est très bien raconté par Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique. Il dit que les Indiens vont disparaître, et que les Africains, donc les esclaves, vont prospérer. Et il disait, excusez les chastes oreilles, il disait parce que les Indiens sont des hommes libres et les autres accepteront d'obéir. C'est pas moi qui le dis, c'est Tocqueville, il y a prescription. Bon, eh bien, vous mettez à la place d'un Indien. Tocqueville explique que les Indiens vivaient la nature et que les colons anglo-saxons et compagnie, les puritains, les gens purs, et on vous parlera du Thanksgiving Day si vous voulez, parce que la vérité, elle est là devant nos yeux. Mais tout est fait pour nous empêcher de voir. C'est ce que disait Tartuffe. Je l'ai mis en état de tout voir et de rien croire. Toute l'astuce de ceux qui nous gouvernent, c'est de nous aveugler. On a tout sous les yeux, mais ils nous empêchent de voir. Bon, alors l'Indien, je ne comprenais pas. Il était quand même légitime, l'Indien. Il était chez lui. Et puis il y a des gens, des démocrates qui arrivent. Je dis ça, les démocrates qui arrivent. Génial. Et alors, eux, comme ils vivaient la nature, les colons faisaient du bruit, et les Indiens devaient constamment reculer, parce que les animaux reculaient devant le bruit. Et Tocqueville dit cette phrase terrible, ils rencontraient la guerre parce qu'ils se battaient entre eux, n'est-ce pas? Et ils en oubliaient même ce qu'ils étaient. C'est ce qui est en train de nous arriver. Je vous dis que maintenant, les Français sont en train d'être comme les Indiens, ils ont oublié ce qu'étaient les peuples libres de France. On le voit dans les costumes, dans l'habillement, dans tout ce qu'ils font, etc. Mais je continue. Ils avaient un droit très intelligent, les Indiens d'ailleurs. Quand ils vendent Manhattan, qui est un nom indien, quand un Indien vendait à un autre Indien, il vendait pour une destination. Si celui auquel il avait vendu le bien changeait de destination, la vente était cassée. Et donc maintenant, quand on voit ce qui se passe à Manhattan, les Indiens pourraient peut-être récupérer. Mais il n'y a pas de droit. L'état de droit, il n'y a pas de droit pour les Indiens. Cela, il n'y a pas de droit mort vaincu. Alors je continue. Et il y avait un Indien qui a cette phrase terrible. Et qu'il faut que nous méditions bien vis-à-vis de notre situation actuellement, notamment en Ukraine, avec l'OTAN qui avance sans cesse. Il avait cette phrase qu'il ne faut jamais oublier vis-à-vis des Anglo-Saxons, de la perfide Albion et de compagnie. Pourquoi veulent-ils tout? Et avec les Indiens, ils sont allés jusqu'au bout. Plus d'Indiens.
Et c'est ça qui nous attend et que nous avons. Ils veulent tout. Alors après, pourquoi veulent-ils tout? Alors on va passer la question théologique, etc., etc. Mais on pourrait prendre une figure théologique, puisque vous voulez la bête. Hein, je ne vais pas rentrer dans cette idée de bête, mais la bête, elle veut tout. Parce qu'elle est habitée par le mal. Le pouvoir, il faut toujours plus de pouvoir. La perversion, il faut toujours plus de perversion. Le drogué, il veut toujours plus de drogue, etc. Ouais. Donc, on est dans un cycle dans une sorte de rouage qui peut ne pas s'arrêter. Mais qui ne peut pas s'arrêter. Qui ne peut pas s'arrêter. Si nous ne l'arrêtons pas. Alors, super désespérance que vous dites. Mais non, alors là ça dépend où on met son espérance. Parce que dans le cheval d'orgueil... Je parle de la Terre. Ah, déjà, vous élevez le débat. Dans le cheval d'orgueil, vous voyez que la religion, c'est tout. Maintenant, nous avons une fausse religion, ou une religion inversée, avec l'écologie, les chiffres, le progrès, etc. Il y a une très belle phrase de Baudelaire à ce sujet. Et donc, il faut prendre le courage de voir les choses en face. Déjà, la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des zéros devant un pouvoir infini. Donc arrêtons de nous gargariser avec démocratie, souverain, les citoyens. Non, nous ne sommes rien et nous serons de moins en moins. Parce qu'avec le numérique et avec la chaîne que nous avons, parce que quand vous avez la révolutionnaire qui dit l'homme est né libre, mais on le voit dans les chaînes, mais maintenant avec la petite boîte que vous connaissez, avec les algorithmes, avec les injonctions qui viennent en permanence, nous serons de moins en moins. Parce qu'on dit vous respirez trop, c'est mauvais pour le carbone, etc. On peut tout mettre en chiffres maintenant. Et ça, c'est Macron. Macron, l'homme du numérique. Bon, l'assassinat numérique. Est-ce que vous pensez que le numérique est l'arme pour mettre en esclave la population? Je ne pense pas seulement, je l'ai prouvé, je l'ai dit, je l'ai affirmé. Et c'est à partir... Mon premier livre s'appelait 2 + 2 = 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Lorsqu'on m'a demandé, comme je suis professeur de mathématiques, d'enseigner les prétendues mathématiques modernes, encore un mot faux. Un mensonge, il n'y a pas de mathématiques modernes. Et j'ai dit à mes élèves, j'écrirai un livre avec vos copies. Et ce livre, c'était 2 + 2 = 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Donc je disais bien que derrière la réforme des mathématiques modernes, il y avait une nouvelle société qui était formatée, qui était en cours de fabrication, et ça va nous ramener à la question que vous avez posée. Est-ce que finalement c'est la destruction de l'homme, de la société, etc. Alors, quand j'ai vu arriver, non pas la guerre, mais si vous voulez, la guerre, effectivement, que Macron nous a déclarée à travers disons que ce fameux coronavirus, j'ai bien vu que sa guerre, il l'a menée avec des chiffres. Tout était chiffré. Et j'ai vu que la manière de procéder, l'embrigadement, c'était annoncé par les maths modernes. Dans les maths modernes, qu'est-ce que c'était? Là, je suis en train de vous parler des mathématiques. Les mathématiques modernes, évidemment, détruisaient la beauté des mathématiques réelles. On vous mettait des diagrammes partout, les sphères étaient transformées en patates, les cubes étaient transformés en pavés, vous avez des trucs dans tous les sens, c'était des ensembles, machin, etc. Mais qu'est-ce qu'il fallait retenir derrière? C'est que le plan, c'était un plan politique, mathématiques modernes. Il fallait probablement casser l'intelligence scientifique. Alors, on l'a vu avec Pliouch, les scientifiques, les bons, sont des opposants au mensonge. Pas des opposants pour les opposants. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont capables de voir les rapports de cause à effet. Donc les scientifiques sont dangereux. L'ennemi juré du pouvoir, c'est l'intelligence. C'est la clairvoyance. Vous parlez du doute. C'est celui qui va douter. D'abord, il s'étonne de voir le mensonge et après il comprend qu'on veut lui faire la peau. Bon, donc les grandes lignes, c'était de détruire le dogmatisme scientifique, qui n'est pas un gros mot pour moi. Le dogmatisme, c'est de croire à la certitude scientifique. 2 + 2 = 4. C'est une science exacte. Et ce que dit George Orwell, c'est que le but du tyran, c'est de faire admettre que 2 + 2 = 5. Une fois qu'on a fait un trou dans votre cerveau, si je peux dire, dans votre tête, dans votre esprit, eh bien, tout le reste suit. Et Orwell vous dit, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 + 2 = 4. Une fois que c'est admis, le reste suit. Et donc c'est ce que nous constamment, ils nous font admettre des contre-vérités. Porter un masque dans la forêt. Donc une fois que vous avez un esclave qui porte un masque alors qu'il n'en a pas besoin, il a un trou dans son système mental et il est mort. Et donc la jubilation, parce que vous parlez du mensonge, la jubilation du menteur, la jubilation du Macron,
c'est de voir que ces gens qui avaient osé un peu manifester, tout à coup, ils se couchent. Hein, vous avez vu le docteur Knock. Docteur Knock, Ah oui, oui. le fameux, ben, c'est le docteur Knock en permanence. Saint-Maurice pose en principe que tous les habitants de ce canton sont, ipso facto, nos clients désignés. Encore faut-il qu'ils tombent malades. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Et Napoléon dit bien, la plus grande des jouissances, c'est celle de dominer. Il y a pas... Et si vous voulez, le tortionnaire, je réponds à votre question, il en veut toujours plus. Il faut que la victime ait toujours plus mal. Et qu'elle dise merci. Là, on a affaire à des psychopathes. Oui, mais on a affaire à des psychopathes. Mais ça ne répond pas à la question. Comment se fait-il qu'on ait tout un système qui est bâti pour faire monter en haut les psychopathes? Les premiers psychopathes, c'était Danton, Robespierre, machin. Ils étaient là. Mais parmi la finalité, la question que je vous posais tout à l'heure, parmi les éléments de la finalité de ces stratégies politiques mises en place, la jouissance en fait partie. Mais évidemment. Je vais raconter, je fais une parenthèse dans la parenthèse, dans la parenthèse, dans la parenthèse. Je parle de la jouissance, alors pas la jouissance matérielle, le mal, la jouissance personnelle. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait le mal? Ben parce que c'est jouissif. Ben si ça faisait mal de faire mal, on ferait plus le mal. Donc ces gens-là, il y a une perversion quand vous couillonnez quelqu'un. Ben c'est jouissif. Il y a d'ailleurs un mot un peu grossier que je ne prononcerai pas. On l'a par un petit B et 3 petits points. La relation entre le sexe, etc. C'est-à-dire que, je prends un exemple vécu, vous allez dans une grosse entreprise multinationale, vous avez un service achat. Dans le service achat, vous dites aux gens, voilà, il va falloir acheter des machines, des trucs, etc., des crayons à billes, des trucs, etc. Et il y a un très très gros budget. Alors maintenant, faites toutes des propositions. Alors il est évident que ceux qui vendent du matériel font une proposition, parce qu'ils veulent le marché, comme on dit. Bon. Et puis, il n'y a pas que des gagnants. Bon, eh bien, il y a dans un cas auquel je pense, il y avait quelqu'un qui avait besoin absolument d'avoir le marché, qui avait la meilleure proposition, etc., enfin, une très bonne proposition, et le directeur des achats dit, écoute, à un de ses subordonnés, tu vas lui annoncer qu'il ne l'a pas. Tant pis, il n'est pas retenu. Alors, la personne qui est là dit, c'est quand même, c'est pas très drôle d'annoncer. Alors, le patron dit, mais c'est jouissif de lui annoncer ça, qu'il n'est pas pris. Voilà comment ces gens vivent. Voilà ce qu'ils ont dans la tête. Et d'ailleurs, je dirais, au risque d'être félicité, c'est que s'ils ont des mœurs, parfois, s'il y a tellement de mœurs inversées, eh bien, c'est en tout cas, qu'on le prenne d'une manière ou d'une autre, c'est une image de ce qui se passe dans la tête. Je ne parle pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on est dans une figure d'inversion, c'est l'inversion du langage, l'inversion de la politique, l'inversion de la morale, l'inversion des mœurs, et tutti quanti. Vous voyez ce que je veux dire, tout est inversé. C'est-à-dire que vous prenez même l'avortement. Alors, attention, l'avortement, c'est un droit. Non, c'est pas un droit. Non. Qui le disait? C'est pas moi, c'est Simone Veil qui a fait passer la loi. Elle a dit que c'était toujours un drame. Mais maintenant, c'est tout juste s'il n'y a pas une déclaration. Et on n'en parle jamais d'ailleurs. Bon, donc, oui, pas mal. C'est-à-dire que c'était. La loi est passée d'ailleurs à partir d'une mystification, on va pas revenir là-dessus. Mais la loi, effectivement, est passée sur l'idée, attention, c'est un drame, mais dans un drame, il faut parfois choisir entre la mère, etc. Mais c'était pas un bien, c'était pas un droit, c'était l'encadrement de ce qui a été vendu comme, effectivement, au service d'un bien. Enfin, d'un bien, on choisit entre deux, c'était balancé. Et maintenant, donc tout est inversé. Maintenant, c'est celui qui dit, écoutez, c'est quand même pas l'idéal, qui est montré du doigt. Et moi, quand j'étais encore plus jeune que maintenant, si vous voulez, puisque tout ça, ça rajeunit, la pensée, c'est tout ce qui maintenant est pénalisable pour dire certaines choses. Avant, il était pénalisable de le faire. Et donc, on est dans ce monde d'inversion. Alors, ce qui est quand même la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que quand même, comme la merde est en train d'atteindre le ventilateur, ça commence à se sentir fort. C'est une expression qui est un peu vulgaire, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Bon. Et je reprends pour les maths. Dans les maths, la première idée, puisqu'on parle de la vérité, le thème c'est la vérité, c'était qu'il fallait absolument casser la chaîne de raisonnement. Et dans mon livre 2 + 2 = 5, je mets un petit personnage malin qui coupe, toc, un fil de rapport entre la cause et l'effet. Et la formation scientifique, c'est pour établir le rapport de cause à effet. Quand un président déclare la guerre et qu'il parle après de gestion, il y a une rupture, il y a une solution de continuité. Il faut comprendre.
Bon. Et là, c'est la première chose, c'était passer du dogmatisme à l'axiomatique. L'axiomatique, c'est que c'est vrai parce que je vous le dis. Et les mathématiques de Macron, c'est sauver des vies quoi qu'il en coûte. C'est mathématique de coûter. Eh bien, quoi qu'il en coûte, personne ne l'a dit. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président? Comment est-ce que vous savez? Non. Vous obéissez. Puisque oui, on est très souvent surpris par l'absence totale de questions de mes confrères journalistes. Mais donc, là, vous répondez à la question, c'est que ce sont des menteurs. C'est qu'ils ne posent pas la question parce qu'ils connaissent la réponse. Ils savent la vérité. Ou alors ils sont ignorants. Non, ils savent la vérité. Parce que le naïf, je vous rappelle le conte d'Anderson, la vie du grand-duc, ou le roi. Vous savez, c'est cette histoire dans laquelle le prince ou le duc a des commerçants, les fameux commerçants d'Étienne Chouard, qui viennent lui vendre un costume fait d'ailes de papillon merveilleux, etc. Et le prince, je vais être le plus beau des hommes, etc. Donc, on l'habille, etc. Il est là. Et puis tous les courtisans de la presse sont là. « Ah, c'est merveilleux, monsieur le président. » Enfin, là, c'était le duc. Et puis, il y a un enfant qui est là. Et il voit que le roi est nu, le prince est nu. L'habit du grand-duc. Et il le dit, il est nu. Et à ce moment-là, le charme disparaît. Donc, ils le savent tous. Les gens qui ne posent pas les questions, c'est qu'ils connaissent les réponses. Parce que celui qui ne connaît pas, il pose la question qu'il ne fallait pas poser. Il fait ce qu'on appelle un impair. Vous comprenez? Donc, le fait qu'il ne pose jamais les bonnes questions, c'est la preuve que ce sont des menteurs formatés. Pour en revenir au numérique, est-ce que c'est un outil que le peuple doit craindre et pour quelle raison? C'est un petit peu la question que vous me posez, c'est entre le sadique et sado-majo. C'est-à-dire que le sado, il ne doit pas craindre les mathématiques parce que c'est son outil préféré. Ça, c'est Macron. Donc, vive les mathématiques. Et lui, c'est le pape du numérique, si je peux dire. Bon, c'est plutôt le dictateur du numérique. Mais la population doit la craindre parce que c'est la mise en esclavage. Je reprends ma caissière d'hier. Et c'est pour ça que la vérité, on l'acquiert en parlant avec tout le monde. Et quand vous voyez que le bon peuple a mieux compris que les ministres et que les autres, c'est qu'ils le savent très bien, ils ne sont pas plus bêtes que le peuple, mais ils savent très bien que c'est bon pour leur matricule de mentir. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle me disait, je lui disais, vous savez, de mon temps, nous étions plus libres que maintenant. Mais elle a dit oui, c'est ce que disent mes parents. On était plus pauvres, mais on vivait bien. Maintenant, donc, elle dit, nous sommes fliqués partout. Bon, donc, fliqués égale maths. Parce que, autrefois, je sais que c'était critiqué, vous aviez un fonctionnaire de l'autre côté de l'hygiaphone. Mais vous pouviez au moins lui dire ce que vous pensiez. Il y avait quand même quelqu'un. Il pouvait y avoir quelqu'un. Mais maintenant, vous êtes tout seul dans une gare, comme ça vous arrive. Vous avez une espèce de boîte qui n'est pas forcément très lisible, vous ne trouvez pas les trucs. Et puis, si vous ne rentrez pas dans la logique de la boîte, c'est un robot. Vous devez obéir au robot. Et là, il n'y a même plus la politesse. Oui, et donc la crainte, c'est que alors il y a deux, trois niveaux de lecture, de réponse pour ce que vous dites. C'est que c'est l'objet d'un de mes livres, La perversion mathématique, l'œil du pouvoir. C'est-à-dire quand j'ai vu qu'on détruisait l'intelligence mathématique, je me suis demandé pourquoi. Donc mon premier livre, c'est 2 + 2 = 5 de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. J'avais rencontré Hergé, mais c'était un peu long à raconter, qui m'a dit ah oui, si quand je vais parler du complot mathématique, j'ose le mot si vous voulez, complot parce que les gens qui en sont victimes ne le savent pas. Un complot, prenez le dictionnaire de l'Académie française, c'est 2-3 personnes qui font en cachette quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est quand même intéressant. Eh bien, à ce moment-là, je me suis demandé d'où ça vient. Quel est le rôle des mathématiques? Et j'ai écrit un livre, La perversion mathématique, l'œil du pouvoir, et je me suis posé la question de l'avenir. Quand j'ai vu le rôle des mathématiques depuis les Grecs, je vous rappelle que la République de Platon est basée sur le mensonge. Il y a 2 mensonges, le mensonge du peuple qui doit être puni, et le mensonge du philosophe qui doit être récompensé. Il faut savoir lire les bons textes. Et donc j'avais bien vu qu'effectivement l'ambition mathématique remonte à Pythagore. Et dans ma thèse de doctorat, principe mathématique de philosophie politique, je montre bien que rien n'a été inventé depuis Pythagore. Pythagore d'ailleurs divisait ses disciples entre les acousmatikei, du verbe akouein en grec, c'est ceux qui écoutaient, et les mathématikoi, c'était les initiés. Je vous dis en passant que le mot mathématique veut dire initié. C'est le savoir, mais le savoir initiatique. C'est pour ça qu'il y a les mathématiques, et puis la géométrie, l'algèbre, etc. au-dessous. C'est le grand Dieu qui est au-dessus. Bon. Et les ateliers de mathématiques à Rome, c'était des ateliers de sorcellerie. Alors je continue, si vous voulez, puisque vous m'y avez invité. J'aurais une question par rapport au grand Dieu dont vous venez de parler tout à l'heure. Alors, et j'ai annoncé la mort du Dieu mathématique, vous me le rappellerez si vous voulez. Comment ça va s'arrêter la partie? Vous avez dit tout à l'heure que c'était déprimant. Oui. Non, c'est tonique. C'est bon pour la santé, tout ça. Et donc,
Donc j'ai bien vu que Pythagore fonde les mathématiques politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent comment nous allons dominer la population. Et je vous rappelle que les pythagoriciens ont été brûlés à Crotone, leur temple a été brûlé par ceux qui ne voulaient pas de cette dictature déjà à l'époque. Et je vous rappelle aussi que Mitterrand a jumelé sa ville de Château-Chinon avec Cortona, célèbre pour son tombeau de Pythagore étrusque. Bon, tout ça, et c'est pas par hasard qu'il y a la géode, le cube et la pyramide du Louvre, qui sont les trois solides pythagoriciens de base. Il faut voir tout ça. Il y a quand même, n'oublions pas que nous sommes en démocratie maçonnique, c'est-à-dire qu'il y a les cons, c'est-à-dire nous, et les initiés. Parce que les francs-maçons, qui sont liberté, égalité, fraternité, qui prônent l'égalité pour tous, c'est-à-dire pour les esclaves, eux, dès que vous rentrez dans le temple, là, vous avez la pyramide avec tous les degrés. Donc il y a les Français, c'est une caste, il y a les initiés, et puis les cons, les non-initiés. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots, Arnaud Lupinski, l'œil au-dessus de la pyramide? Je vous ai entendu parler de ça il y a quelques jours, j'ai trouvé ça passionnant. Ah oui, alors c'est ce que je dis. Alors l'idée alors là, ça nous amène au décryptage des droits de l'homme, que personne n'a lu. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Vous avez lu les droits de l'homme? Non, bon. Non mais attendez, les chrétiens, vous leur demandez s'ils ont eu le catéchisme, ils nous disent oui. Vous leur dites la croix, vous savez ce que... Ah bah oui, la croix, c'était Jésus qui a été crucifié. Les chrétiens répondent, ils savent. Mais le fameux triangle en question, alors d'abord, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que c'est? J'invite à voir ma vidéo le 5 octobre 1789, la Révolution est faite. On mettra le lien. Bon, donc pourquoi? C'est que les Français sont tenus dans l'analphabétisme politique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si ce régime était fier de lui, au moins le nouvel évangile, ce que j'appelle la troisième alliance, c'est les droits de l'homme. Il y a eu l'alliance, si vous voulez, la première alliance avec Abraham. La deuxième, vous avez le Christ, la nouvelle éternelle alliance. Et puis la troisième, c'est les droits de l'homme. Et ce qui m'autorise à dire ça, il suffit de regarder la déclaration sur Internet, vous avez les tables de la loi. Alors, je viens à ce que je dis. Alors, premièrement, il faut lire la partie du bas, ça c'est pour les nuls, parce que c'est écrit en français, donc tout le monde est censé comprendre, mais quand même personne ne fait d'analyse grammaticale et logique, personne ne voit qu'au début on vous dit que vous êtes libre, et à la fin vous sortez, vous êtes esclave. Parce que c'est comme dans un contrat d'assurance, c'est-à-dire qu'on vous dit ce qui est bien, puis c'est dans les petites écritures qu'on annule tout. Et c'est au remboursement que ça marche pas. Mais quand vous payez, ça marche. Donc les droits de l'homme, c'est quand il a fallu payer ça, eh bien finalement on croyait que ça marchait, c'est Louis XVI qui dit « je signe » et 4 ans après la tête tombe. Hein, il avait peut-être mal lu. Les hommes naissent libres et égaux, mais après il est mis en prison et après on lui coupe la tête. Alors qu'il avait été déclaré restaurateur de la liberté. Il faut lire grammaticalement comment on passe du bonheur, du paradis à l'enfer. Bon, alors, le fameux triangle. Il y a deux parties, si vous voulez. C'est-à-dire que les droits de l'homme représentent une loge maçonnique ouverte. C'est-à-dire que le bas, c'est les non-initiés et le haut, c'est les initiés. Bon. Et les non-initiés, il vaut mieux qu'ils ne savent pas lire, qu'ils savent ni écrire, parce qu'ils croient en comprendre. Les initiés, c'est nous. Oui, c'est ça, c'est les cons. Oui. Je m'honore de dire ce mot-là, que je n'aime pas beaucoup, ces 3 petits points, d'ailleurs, c'est ces 3 petits points. Bon, comprenne qui peut. C'est parce que, Philippe Guillaume, en partant de mon livre La tête coupée, avait fait 2 contrefaçons, je le dis puisqu'il a été condamné, mais en tout bien tout honneur, pour contrefaçon. Premier livre, Un président à battre, c'est La tête coupée, et le deuxième, Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris pour des cons. C'est ce qu'il avait écrit, à partir de ce que j'avais fait, parce qu'il avait tiré les conséquences, c'est qu'on nous prend pour des cons. Eh bien, ce livre, qui a été un best-seller, comme on dit, une meilleure vente, eh bien, n'a toujours pas été compris. Sauf quand même par les gilets jaunes, qui ont manifesté en disant on nous prend pour des... Mais ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas sortir de l'horizontale sans passer par la verticale. Surtout quand on a affaire à un pouvoir vertical en face. Bon, alors je réponds à votre question. Donc, quand vous étudiez ce texte, qui devrait être enseigné à l'école, c'est-à-dire que si vraiment c'était merveilleux, les chrétiens enseignent le catéchisme. Pourquoi est-ce que la prétendue république, parce que c'est pas une république, c'est une dictature absolue, une et indivisible, si c'est pas une monarchie, ça, une et indivisible, bon. Eh bien, au moins, le Dieu chrétien, il est trinitaire. Bon, c'est déjà mieux, on peut respirer. Bon. Mais, bon, et là, la partie haute, c'est la symbolisme. Alors, le symbolisme, il y a évidemment les chaînes qui sont arrachées, etc. On ne va pas trop rentrer. Il faudrait voir aussi le préambule qui est toujours en vigueur dans la Constitution. Parce que les droits de l'homme se réclament de quoi?
il se réclame d'un ordre naturel. Enfin bon, on va pas rentrer là. Mais ce qui est important par rapport à votre question, c'est ce qui frappe les yeux, c'est le triangle avec l'œil. Alors, il faut bien comprendre que le langage symbolique, c'est un langage qui permet une certaine flexibilité. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée du pouvoir qu'il y a derrière, c'est je te mens, tu vas m'obéir, mais tu ne vas pas comprendre où je te mène. Donc il faut qu'il y ait un double langage. Le langage des initiés. Alors j'en profite pour dire, parce que ça me fait plaisir, la devise de la République, c'est la devise des frères de la côte, c'est-à-dire des pirates. Liberté, égalité, fraternité, ou la mort. C'est que le pirate qui mettait son drapeau s'est dit, si tu ne m'obéis pas, mais nous sommes libres. Parce que les pirates, leur but c'est d'être libres. Évidemment, ils sont tous des forbans. Donc, la liberté, c'est important. Mais après, il y a l'égalité, liberté, égalité. Nous répartissons notre butin ensemble. Et fraternité, nous sommes tous frères pour piller. Bon, c'est ça, le liberté, égalité. Ou la mort, si vous ne nous obéissez pas, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On monte là-dessus. Donc, il y a ce double langage qui est la jubilation de l'initié. Parce que couillonner, il y a un autre mot en français encore plus grossière, l'autre, c'est un plaisir. Quand vous avez des gens, il y a le fameux dîner de cons. Ben là, c'est une démocratie de cons. C'est-à-dire que le peuple, c'est le con, et puis les initiés, ce sont ceux qui invitent le con. Voilà. Non, il faut... Et alors, on pourrait aller très très loin, parce que vous avez une très très grande tradition d'utiliser le langage pour tromper. Il y a les gouliards. Quand vous prenez Rabelais, il y a une double lecture de Rabelais. Quand ils disent par exemple la guerre des andouilles, c'est la guerre des endeuils. Les endeuils, c'était la reine, et puis l'autre. Quand vous avez Gargantua, c'est Guerguintua. Et donc le langage des oiseaux, c'est la base de l'intelligence. Enfin, la base de l'intelligence. Et alors, l'opposant, ou pourquoi est-ce que vous avez le verlan? Pourquoi est-ce que vous avez un argot? Parce que les taulards ou les autres veulent communiquer. Il y en a même chez les bouchers. Quand vous aviez le maître boucher qui voulait dire à son commis de mettre un mauvais morceau de viande, il parlait en argot. Bon, et actuellement, il y a un argot politique. Alors, autrefois, on parlait, il n'y a pas très longtemps encore, de la langue de bois. Mais la langue de bois, c'est pas du bois pour tout le monde. Donc, quand vous êtes entre initiés, pour les gens vicieux, si vous voulez, qui sont les hommes de pouvoir, les hommes de pouvoir sont vicieux. Bon, les hommes actuels, eh bien, c'est très agréable de berner quelqu'un. C'est plaisant. On est dans la jouissance, vous parlez. Oui, évidemment, ils ont la jouissance. Déjà, la domination, c'est le cas du sadique. Vous le voyez constamment dans les crimes. Il y a le sadique, le plaisir de faire souffrir, le plaisir d'humilier. C'est le cas de Macron. Il a un plaisir d'humilier. Rendez compte, moi qui ne suis rien, parce que c'est rien du tout, Macron, il ne sait rien. Quand vous voyez son discours à l'Académie française, c'est à pleurer. Bon, mais les académiciens ne l'ont même pas vu. Je prends Madame Bonham, que je salue, quand je l'ai eu au téléphone et que je lui ai dit, mais vous avez écouté ce qu'il a dit? Ah, nous avons été honorés. Vous n'avez pas vu qu'il vous prend pour des cons? Donc, on est dans ce monde du désert. Bon, et c'est elle également qui a participé au texte lamentable de l'Académie sur le masculin générique. Enfin, c'est pitoyable ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'était à la majorité. C'est-à-dire que l'Académie n'est même plus capable d'énoncer les règles. Et donc c'est à la majorité maintenant, à la majorité. Donc c'est bon. Bref, c'est un texte minable parce que l'Académie n'a pas été capable de répondre au président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, qui lui posait des questions. C'est moi qui ai répondu à la place de l'Académie, à la demande interne d'académiciens, et que je salue, et j'aurai l'occasion de l'écrire prochainement. On s'amuse bien quand même quand on commence à jouer la grammaire, c'est très, très très bien. Puis ça vous donne une force, c'est quand vous avez la certitude grammaticale et mathématique, il n'y a personne en face. Alors, pour terminer... Alors j'ai pas terminé quand même, non. Pour le triangle. C'est ça. Alors le triangle, si vous les deux... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la doctrine, tout est pyramidal. L'armée est pyramidale, l'intelligence est pyramidale, la médecine est pyramidale, et même si on n'a pas d'amidale, tout est pyramidal. Bon, eh bien, vous avez... Donc, le langage est pyramidal. Vous avez, quand vous analysez un texte, vous avez la proposition subordonnée et la proposition principale. La proposition principale, elle commande la proposition subordonnée. Donc, dans ce texte, vous avez le haut, la Déclaration des droits de l'homme, ce qui est en haut, c'est ce qui va dominer, diriger, gouverner, expliquer tout ce qui est au-dessous. Et qu'est-ce qui explique tout? Et là, je suis attaché à le code de la propriété intellectuelle, c'est l'auteur. L'auteur, c'est lui qui crée. C'est divin, la création. Pas divin, jusqu'à un certain point. Et donc, la question dans ce texte, c'est quelle est l'autorité qui vous donne, qui vous concède les droits de l'homme?
Alors, il y a toute la pyramide qui monte, je ne vais pas tout vous dire, avec la signature du roi, etc. d'ailleurs, et c'est le triangle. Mais ce n'est pas un mot. Donc c'est un symbole. Le symbole, je le rappelle, la base du symbole, c'est quand vous avez les Grecs, par exemple, vous cassiez poterie en 2 morceaux et vous donniez l'autre morceau à l'autre, et pour retrouver l'unité, il faut bien les raccorder. Et on voit que la personne qui a l'autre, c'est celui qui est la bonne personne. Bon, pour le contrat. Et donc le symbole, on voit qu'une moitié, et l'autre, c'est autre chose. Bon, or là, ce triangle, on se dit, on voit le triangle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Or, le triangle, évidemment, il y a une double lecture. C'est-à-dire que celui qui a un C 3 petits points, ou même un C sans 3 petits points, peut-être, s'il n'est pas initié, eh bien, il va se dire, c'est le triangle de la Sainte Trinité, qu'on voit dans certaines églises. Donc, c'est le triangle lumineux. Donc, il va croire que c'est le Dieu des chrétiens. Bon. Quand il en est question dans les textes, on va dire l'être suprême. Alors Spinoza parle d'être suprême. Bon, l'être suprême, ça peut être Dieu. Le naïf va dire, c'est mon Dieu à moi, c'est Dieu, puis l'autre saura que c'est autre chose. Bon. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Le mot vraiment est capital. Qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, il y a 2 choses à dire. C'est la représentation, je l'ai dit dans mes vidéos, dans mes carrés initiatiques, la représentation de la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie. C'est pas un symbole de la franc-maçonnerie. C'est la représentation même. C'est la représentation, l'explication, le code de compréhension même de ce qu'est essentiellement la franc-maçonnerie. Bon, alors je l'ai expliqué, il faudrait prendre le temps. Et ce qui est très important, c'est l'auteur du texte qui est en dessous. C'est-à-dire c'est une révélation de la franc-maçonnerie qui donne les nouvelles règles du jeu au peuple. Donc c'est ce que j'appelle la 3e alliance qui remplace la première alliance. D'où le triangle au-dessus du texte. Voilà. Mais c'est un delta lumineux. Et alors, ce qui est important, je vais venir, parce qu'il faut bien comprendre que il n'y a pas le choix entre 2 thèses. Parce qu'on pourrait dire, il y a d'un côté la royauté, par exemple, et puis de l'autre côté, il y a la République. Non, la République, ce n'est pas autre chose que la royauté. C'est une royauté détournée. La franc-maçonnerie n'existe pas. C'est une singerie. C'est-à-dire qu'ils reprennent tous les symboles religieux et ils les amènent dans une direction inverse que la religion. Parce que, il faut savoir que les maçons, ce sont des esclaves. C'est-à-dire qu'ils obéissent, chacun obéit au niveau qui est au-dessus. Mais ils ne savent pas que en haut, c'est l'inverse de ce qu'ils croyaient être en bas. C'est comme nous croyons que liberté, égalité, fraternité, c'est des exclusions. Et nous voyons maintenant dans le misère. Et alors, dernière chose qu'il faut dire, et ce qui est très lumineux, je crois que ça vous avait éclairé, c'est que le triangle, ce delta lumineux, est sur l'autel maçonnique qui est en face, quand vous rentrez dans une loge, et il doit être éclairé, c'est le seul symbole qui doit être éclairé tout le temps de la tenue. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du Saint-Sacrement. Cherchez l'erreur. Voilà. Et donc, on est dans une histoire de singerie, si vous voulez. Saint-Sacrement avec la petite lumière. Voilà, à côté présence réelle. C'est ça. Présence réelle. Et donc, c'est pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas le choix entre 2 choses. C'est-à-dire, il y a de l'être et la négation de l'être. Et la franc-maçonnerie, comme cette prétendue république, c'est la négation. La république actuelle, celle qui se dit république, c'est la négation de la France. C'est la négation des valeurs, c'est la négation. Et ça, pour le pervers, je vous dis, perversion, c'est inverser, c'est jouissif. C'est-à-dire faire les choses à l'envers de l'ordre naturel. C'est pour ça qu'à une époque, il était question de contre-nature. On a une politique contre-nature, etc. Et il est évident que ça donne une jubilation. Sinon, le mal, c'est ce que je dis souvent, c'est que si le mal était puni, si c'était si vous voulez, ce qu'on appelle la justice immanente, il s'arrêterait. Il faut qu'il y ait une rétribution. Et dans le mal, il peut y avoir une rétribution. Le voleur, il a l'argent. Et puis, il y a cette jubilation de tromper tout le monde et de voir que ça marche. Et ça, c'est la grande joie de... Voilà. Alors, pour conclure, Arnaud Lupinski, mensonge, dictature, quelle est la solution pour le peuple, finalement, qui se trouve donc en dessous, en dessous de... Donc, ce que je n'ai pas dit, quand même, je voudrais dire, c'est très important, c'est ce que dit... C'est ce que dit Hegel. Il parle des ruses de la raison. C'est-à-dire que quand vous suivez une voie, quand vous vous soumettez à une loi, à quelque chose, eh bien, il y a une logique intrinsèque dans les choses. Celui qui commence à boire, par exemple, il va être l'esclave de la bouteille. Il y a de très beaux textes, d'ailleurs, des évangiles sur le sujet. Celui qui choisit la chair est l'esclave de la chair, et le prix de la chair, c'est la mort. Celui qui choisit l'esprit a le prix de l'esprit, et c'est la vie et l'éternité. Bon, c'est quand même ce schéma. Or, les mathématiques, depuis Gerbert d'Aurillac, vers l'an 1000,
ont été choisis naturellement et sans perversité pour autant, comme moyen de régler les problèmes. Donc on voit apparaître les chiffres qui apparaissent. Et quand vous prenez, je l'ai bien dit dans mon livre, l'opération mathématique avec du pouvoir, vous avez une mathématisation de tous les espaces, les uns après les autres. Donc j'ai décomposé en 5 maisons, comme pour l'astrologie. Il y a le religieux, le droit, le politique et la science, l'économie et la finance, et l'armée et l'administration. Et vous voyez que la mathématisation du religieux commence au Haut Moyen-Âge, les années 13e siècle. Et vous voyez arriver Pythagore dans les monuments, vous allez à Venise par exemple, vous avez Platon qui apparaissent. Ils sont là mais ils sont au service. Et puis petit à petit ils prennent de plus en plus de place. Vous avez la raison d'État qui apparaît avec Machiavel, vous pouvez remonter avec l'armée, et vous arrivez maintenant au stade ultime de la mathématisation avec les médias dont nous parlions, au service du mensonge, qui remplace le religieux au service de la vérité. Le verbe, si vous voulez, vous avez l'homme se fait Dieu, si vous voulez. C'est l'inversion de Dieu qui se fait homme. Et à ce moment-là, vous vous dites où les ruses des mathématiques nous mêlent-elles? Parce que toujours plus de mathématiques, toujours plus. Vous voyez, prenons une image que tout le monde doit comprendre, puisque vous m'avez dit qu'il fallait dire des choses simples. Autrefois, il y avait des chevaux. Quand vous prenez sur une autoroute, vous dites qu'est-ce qu'il y avait il y a un siècle là? Eh bien, il y avait des chevaux, il y avait des... Bon, même encore maintenant. Et donc, les chevaux ont disparu, remplacés par une machine mathématique, le tracteur. C'est la mécanique mise en mouvement. Bon. Et puis, petit à petit, vous remontez la chaîne, et puis, vous avez... Avant, il y avait la main de l'homme, maintenant, c'est remplacé par les robots, etc. Et puis, vous remontez vers le cerveau. Et maintenant, on ose parler d'intelligence artificielle. Vous allez dire, robot, soi-disant intelligent. Non. Vous êtes l'esclave de plus en plus. C'est la machine qui prend la main et le pouvoir qui est là-haut. C'est génial. Il n'a plus à passer par des hommes qui peuvent avoir une conscience. C'est directement la machine. Donc vous allez programmer et l'homme ne peut plus vivre s'il n'obéit pas à la machine avec sa carte. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que plus on joue le jeu du numérique, plus on devient l'esclave. Parce qu'au début vous le commandez, après c'est lui qui vous commande. Bon, le peuple. Je n'ai pas oublié votre question. Oui, pardon. Non, allez-y. C'est-à-dire que donc moi j'ai étudié la question. Je dis où est-ce que ça nous mène? Maintenant, c'est la fin des mathématiques. Parce que devant les mathématiques, l'informatique, le mathématicien éprouve de la haine. Parce que les mathématiques calculent alors que le mathématicien pense. Pourquoi est-ce qu'il y a des théorèmes? C'est pour éviter le calcul. Donc on pourrait rentrer dans ce cas. Et là, on arrive à la fin des mathématiques. C'est pour ça d'ailleurs, je l'ai annoncé il y a 40 ans. J'ai dit on va vers une crise de l'enseignement des mathématiques. Les mathématiques en France, l'enseignement s'écroule. Parce que le gouvernement ne veut surtout pas qu'il y ait des raisonneurs. Le raisonnement, c'est dangereux, le raisonnement. Donc, on n'a plus à raisonner. Maintenant, quand vous allez dans un magasin, un bricomarché, etc., les gens ne savent même plus calculer, ils sortent la calculatrice. Bon, et au bout du compte, vous avez une atrophie du cerveau qui n'est plus capable de penser, et le calcul élémentaire, c'est pas ce qui est le plus important, il faut être capable de penser. Et donc, vous avez une dépendance totale, c'est le cerveau qui est en train d'être remplacé, dans sa fonction noble en tout cas. Bon. Donc vous avez des gens qui sont des terminaux d'ordinateur maintenant. De mon temps, quand j'ai travaillé dans l'informatique, on parlait de maître-esclave au début de l'informatique. Le terminal, c'est l'esclave. Eh bien nous sommes les terminaux avec la petite boîte que nous avons. Bon, alors où est-ce que ça nous mène? Et comme je l'ai annoncé d'ailleurs au moment de Maastricht, j'ai annoncé à Maastricht qu'il y aurait l'inverse de ce qui était promis. Je l'avais dit à l'époque. J'ai écrit un livre, ce livre s'appelait L'Europe c'est la guerre, mais Albin Michel l'avait traduit en lettre ouverte encore à ceux qui croient encore que l'Europe c'est la paix. Bon, avec en parenthèse. Bon. Et puis ça, après, on voit bien que ça a été l'inverse. Alors, maintenant je me dis comment ça va s'arrêter. Bon, hélas, pour l'instant, mais je travaille quand même dans le camp de la vérité, l'intelligence qui s'oppose à ce mal, l'intelligence du bien, du vrai, du beau, a abdiqué devant l'intelligence du mal, du mensonge et de la malfaisance. Il n'y a aucune intelligence organisée, il n'y a rien, il n'y a personne. Je prends par exemple le prétendu mariage de Taubira, il n'y a aucune autorité qui s'est opposée, parce que tout le monde a fait une génuflexion devant l'égalité. Et alors, Madame Taubira, qui est une bonne initiée, il faut lire ses textes qu'elle a tronqués à l'Assemblée, mais il faut lire le texte entier, si vous voulez. Bon, c'était un plaisir. La jubilation qu'elle avait quand elle annonçait. C'était un plaisir incroyable d'avoir des esclaves qui se soumettent. Alors, elle n'était qu'un agent, une courroie de transmission, mais c'était inimaginable. Et personne n'a osé dire ce qu'il fallait dire sur ce qui n'est pas un mariage depuis l'histoire du début de l'humanité. Et donc derrière, il y avait la jubilation d'imposer
un mensonge, la destruction d'un symbole, d'une vérité, en sachant que la suite allait suivre. Mais ça, c'est la jubilation du mal. Le diable s'ennuie, sinon. Il faut bien qu'il ait un plaisir. Donc le plaisir de faire le mal. Et alors, on en arrive, je me suis dit, où est-ce que ça allait? Alors, je me suis dit, c'était avant la chute de l'Empire soviétique, d'ailleurs. Et je me suis dit, on va de plus en plus d'abstraction. Or, nous sommes faits de 3 éléments. Nous avons un élément qui est l'élément mathématique, si vous voulez, ou minéral, qu'on peut appeler, un élément qui est biologique et un élément qui est spirituel. Maintenant, le spirituel existe, si je peux dire, le biologique est de plus en plus contraint, et tout devient de plus en plus mathématique. On ne s'y retrouve plus, la joie de vivre, c'est ce que me disait cette caissière. Avant, c'était la joie de vivre, on n'a plus de joie de vivre maintenant, on est tout content. Alors, où nous conduisent les Russes des mathématiques, pour reprendre la phrase d'Hegel? Parce que c'est les mathématiques qui mènent le jeu. C'est comme les révolutionnaires, il y en a qui disaient peut-être que la nature des choses nous mène là où nous n'avions pas un endroit qui avait... Et oui, cet endroit, c'était la tête dans le panier. Bon, maintenant, c'est la tête dans le panier. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire tout ce qui fait l'essence de l'humanité, et j'ai annoncé, en tout cas, dès 1980, dans l'opération mathématique, en 1985, déjà, que le dieu mathématique va s'effondrer en 3 temps. C'est ce que j'ai dit. En tout cas. Premièrement, la chair se révolte. Ben, c'est ce qu'on a vu au moment du Covid. La jeunesse n'en pouvait plus. Il y a un moment donné où il faut vivre, on s'en fout, même s'il y a un risque. Donc, 1, la chair se révolte. 2, la mécanique craque. Et 3, l'esprit se dérobe. Mais l'esprit, c'est en dernier dans ce schéma. Normalement, c'est l'esprit. Alors moi, j'y travaille plutôt dans ce sens, bien entendu. Mais c'est l'intelligence qui devrait reprendre le contrôle en face de ce monstre, cette bête, si vous voulez reprendre l'expression. Mais l'intelligence, d'abord, elle est atomisée. C'est-à-dire que moi, par exemple, pendant la fameuse crise, disons que la grippe de Wuhan, je voulais qu'il y ait un congrès qui se réunisse avec des autorités qui disent voilà ce qu'il faut penser. Il faut une autorité alternative à l'anti-autorité du gouvernement. J'y suis pas arrivé, parce que chacun se terre dans son coin, on a peur des autres. Donc l'idée, c'est que cette machine va forcément, comme l'Empire soviétique, à un moment donné, on peut rentrer dans le détail, trop c'est trop, et ça craque. Pourquoi? Parce que c'est contre nature. C'est contre nature, contre la biologie, contre, si vous voulez, même l'intelligence vraie, et c'est contre le besoin spirituel, en particulier de vérité. Donc, ça se passera plus ou moins vite. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent, il faut que l'intelligence, pour aller contre ce schéma, prenne le pouvoir. Elle peut prendre le pouvoir, mais pour ça, il y a un monstre intellectuel qui est le mythe révolutionnaire, avec l'organisation maçonnique. Parce que quand vous voyez, vous parlez des journalistes, vous comprenez bien que si on laissait la nature faire, la vérité reprendrait le dessus. C'est complètement contre nature. Donc vous avez l'allégeance de tout ce pavage mosaïque maçonnique, si vous voulez, qui donne les mots d'ordre et qui fait qu'à un moment donné, il y a la même mensonge partout et tout le monde se dit, un des signes de la vérité, c'est l'universalité. Si tout le monde dit la même chose, c'est que c'est vrai. Donc il y a cette entente. Vous prenez quelqu'un comme Valls, par exemple. Comment se fait-il? La majorité n'a jamais fait la vérité. Non, le théorème de Pythagore n'a pas été découvert par la majorité. Non, c'est toujours... Et c'est la bonne nouvelle. Ce sont des hommes. Quand vous avez un problème, vous allez voir quelqu'un. Vous n'allez pas voir un comité bidule. Mais quand vous voulez comploter, alors là, vous avez affaire à un comité bidule. Hein, ça, c'est différent. Donc, donc ce système est totalement contre nature, mais nous avons perdu les clés de la religion, si je peux dire, puisque la religion n'est plus une religion maintenant. Et donc, vous avez des gens organisés, hein, c'est ce que raconte très bien Platon. Vous avez un mensonge en bande organisée, une laideur en bande organisée, une malfaisance en bande organisée, et en face, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais la solution concrète? La solution concrète, elle est très très simple. Il faut, et là, vous aurez des nouvelles bientôt, ce sujet, je ne vais pas vous faire une préannonce, mais c'est qu'il faut détruire, il y a un langage fort, il faut le détruire. C'est la destruction, c'était la fameuse phrase, la révolution c'est la destruction ou la république, tout ce qui est opposé. Eh bien, il faut détruire tout ce qui nous est opposé, c'est-à-dire détruire tous ces mythes, et en particulier, on peut dire, le mythe révolutionnaire, hein, déjà, il faut effectivement que la maçonnerie soit réduite à néant, ce qu'elle est, en tout bien, tout honneur. C'est qu'une fois qu'elle est démasquée, elle n'existe plus. Et il faut détruire, et il faut effectivement détruire, il faut remplacer les élus par les élites. C'est-à-dire que le système mathématique des élus,
qui ne représentait rien, a été inventé pour empêcher les talents d'émerger. La France a été faite sur des hommes, et des femmes bien entendu, puisqu'il faut toujours dire les deux, ça fait par des humains. Hein. Dès que vous voyez quelque chose de bien, il y a quelqu'un ou quelques-uns derrière. Toujours. Ça m'étonnait un peu. C'est la fameuse phrase Humanus genus vivit possis, l'humanité vit de peu d'hommes. C'est-à-dire tous les hommes comptent, tous les humains comptent, toutes les femmes comptent. Et la mère de famille, dans l'ancien temps, pouvait avoir plus de mérite que le roi s'il n'était pas un bon souverain. Mais ceux qui font l'histoire, puisqu'il s'agit de changer l'histoire, ceux qui peuvent changer les lignes, ceux qui peuvent inverser le cours de l'histoire, ce peut être que des élites. Et les élites, on les avait. Vous aviez les élites militaires, qui manquent actuellement pour l'instant, on verra s'ils se manifestent, c'est la défense du territoire. Vous avez des élites, des saints, des héros ou des génies. Et maintenant, quand vous voyez la littérature qui sort, c'est pitoyable. Et même on le voit dans tous les domaines, le cinéma partout, c'est-à-dire les personnalités ont disparu. C'est un système de rabotage. Tout le monde dise la même chose au même moment, l'égalité, l'égalité. Et donc il n'y a plus ces piliers de l'humanité qui sont les saints, les héros et les génies. Donc la solution, elle reste dans le combat des idées? Vous parlez d'intelligence. Si vous voulez, je dirais, c'est pas la clé. Parce que vous me disiez en préambule, quand on a commencé cet entretien, vous m'avez dit, faut prendre le pouvoir. Oui. Alors, physiquement. Le pouvoir, c'est le thème de mes carèmes théologico-politiques. C'est-à-dire que la molécule du pouvoir a deux côtés. Elle est théologico-politique. Nous sommes dominés, on nous fait croire qu'on est en laïcité, c'est absolument faux. La molécule du pouvoir actuellement, en prenant les mots au usage, c'est la franc-maçonnerie, c'est la République franc-maçonne, ou prétendue République. C'est toujours l'alliance entre le politique et une légitimité de la politique qui est dans la théologie. La phrase clé, c'est la politique est de nature symbolique. C'est-à-dire qu'on se réclame de quelque chose qui est au-dessus. Bon. Et donc, c'est cet au-dessus qui est la troisième alliance. J'allais dire, pour faire court, il faut revenir, pour nous, parce que c'est notre constitution historique, de la troisième à la deuxième alliance. C'est-à-dire que quand vous avez sur les autels, vous avez le fameux delta lumineux, mais vous avez aussi l'évangile de Saint Jean, le prologue de Saint Jean. Au début était le Verbe, tout était fait par le Verbe. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les chrétiens qui sont de la religion du Verbe, eh bien, ont abandonné le Verbe et ont laissé le Verbe aux ennemis du Verbe, qui sont, pour faire court, les maçons. C'est-à-dire que, et tout ce que représente la maçonnerie, ils ont compris que c'est le langage qui nous dirige, parce que nous sommes dirigés par les phrases et par les mots, mais les phrases et par les mots sont dirigés par une grammaire, et la grammaire est dirigée par certains principes. C'est une pyramide. Et les ennemis du genre humain, c'est-à-dire les francs-maçons, je les appelle par leur nom, qui nous conduisent en esclavage au nom de la liberté, c'était la jubilation extrême, bon, ils sont devenus les maîtres du langage. Et les médias, on retrouve le média. C'est-à-dire contrôlant, disons, le système de pilotage du langage et donc des esprits, voire des cerveaux, si on tient à mettre le cerveau, ils sont les maîtres du monde. Parce qu'ils peuvent, à partir d'un dogme, leur dogme à eux, leur volonté, on l'a vu avec l'anti-médecine, l'anti-traitement du coronavirus, enfin, un truc. Il faut voir ce qui se passe actuellement avec la suite. Eh bien, ils commandent à tout le monde au même moment. C'est-à-dire qu'il y a eu un semblant de diversité, mais tout le monde dit la même chose au même moment sur les mots d'ordre. C'est un système militaire. Il faudrait les mettre en uniforme, d'ailleurs, les gens, les journalistes. Et donc, ils sont, on peut dire, les maîtres du Verbe. C'est-à-dire qu'ils ont inversé le message évangélique. Et il suffit de reprendre les textes évangéliques. Et ce qui est paradoxal, alors là, moi, je veux dire, c'est à la fois, pour moi, une source de fierté et puis de je sais pas quoi, une forme de terreur, c'est de voir que les mathématiques dont j'ai indiqué la malfaisance, c'est-à-dire que c'est un instrument diabolique, les mathématiques, bien compris, même si avec les mathématiques, on peut compter les petits pois, si vous voulez, mais les mathématiques en tant que telles, depuis Pythagore, on sait que c'est initiatique. Donc, les mathématiques, c'est autre chose que la géométrie sacrée. Alors, on pourrait rentrer dans les détails. Donc, les mathématiques, c'est un instrument de destruction du monde. Et mon article, qui était à l'origine de mon premier livre, La perversion mathématique, avec Christian Jacques, que je salue, qui est égyptologue, qui m'a dit « Ce que vous dites, nul ne le lit. Écrivez-le. » Et il m'avait même fixé le titre « La perversion mathématique ». Bon. Et donc, c'est en lisant un livre
de Virginie Leguet, que je salue aussi, qui était Les mathématiques, voilà l'ennemi, que j'avais publié lorsqu'il y avait encore un journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris, avec Philippe Tesson, c'est encore où je pouvais publier à l'époque, et c'était Les mathématiques, voilà l'ennemi, dans lequel je dénonçais le pouvoir mathématique, qui détruisait l'intelligence, etc. Et donc c'est à l'origine de mon premier livre, enfin mon livre La perversion mathématique. Et donc j'ai bien indiqué que les mathématiques, stricto sensu, c'est Mammon. Donc c'est l'ennemi du verbe divin, vous voyez. Donc tout ça, ça demande à... Ce qu'il faut se comprendre, c'est ce que vous expliquez, c'est que la mathématique sert à fabriquer une sorte de... Enfin, à mettre en place un système contre le peuple. Mais alors, vous employez beaucoup le mot peuple, contre l'homme. Non, mais je veux bien, mais contre l'homme. Alors après, il y a un autre stade, c'est-à-dire il y a l'homme en tant que tel, ça vous détruit, ça me détruit, ça nous détruit. Tous les gens que je connais qui sont morts à la suite du vaccin. Alors ça va, deux, etc. C'est-à-dire que ça a été un instrument de mort, si vous voulez. C'est-à-dire, on vous a dit au nom de chiffres, qui étaient bidons d'ailleurs, qui étaient bidonnés, même si, par exemple, quand on vous dit nombre de cas, mais on ne disait pas nombre de cas de quoi, etc. Donc, si vous voulez, la terreur mathématique, c'est de dire, il y a tel chiffre, sauver des vies, quoi qu'il en coûte, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Donc, c'était un instrument totalitaire, les mathématiques. D'ailleurs, Todd, c'est le dieu des mathématiques, d'une certaine manière. Donc, donc, je l'ai annoncé à l'époque, et à l'époque, il n'y avait pas encore le numérique. Moi, c'est en 1982. Et comme je le dis souvent, c'était au moment de la guerre des Malouines, mais Madame Thatcher a disparu, moi, je suis toujours là. Bon, donc... je continue cette guerre. Donc, les mathématiques, oui, voilà l'ennemi, tels qu'ils sont conçus dans ce système de destruction de l'homme qui nous transforme en chiffres. Je vous rappelle que le langage qui dit tout, dit c'est mauvais pour son matricule. Nous sommes des numéros, nous sommes des chiffres. Donc maintenant, nous sommes des chiffres, si vous voulez. Et donc, on peut nous manipuler. Donc, c'est le pouvoir total de chiffres. C'est-à-dire qu'il paraît vierge, si je peux dire. Il a presque plus besoin de dire c'est comme ça, c'est le chiffre, vous devez obéir à ce chiffre. Bon. Et donc ça, c'est vraiment, évidemment, la fin. Et je vous dis, si on monte au niveau théologique, on voit très bien que le chiffre, le mot chiffre veut dire vide d'ailleurs, un zéro. Bon, c'est nous. Et Napoléon avait une belle phrase, les hommes sont comme des chiffres, ils ne prennent de valeur que par leur position. Bon, enfin, bref, on pourra en parler. Et donc, notre civilisation est basée sur le verbe, et le chiffre, c'est l'ennemi de notre civilisation en tant que tel, je veux dire. C'est Mammon. Et alors on revient à l'histoire du commerce, si on voulait dire derrière le marchand, qu'est-ce qu'il y a, etc. Bon, il y a des boucles. Bon. Et ce qui est très important, c'est que justement, la France, c'est le pays du fromage, c'est le pays de l'incarnation, c'est le pays du savoir-vivre, c'était le pays des bonnes relations entre les hommes et les femmes, de la galanterie, de la politesse, de l'art, de la beauté. C'était vraiment la figure de proue de la civilisation, je tiens à le dire. Et là, c'est ce Mammon est l'ennemi de la France. Et c'est pas par hasard, l'immigration, c'est pas fait pour rendre service. Parce que vous détruisez les peuples. Moi, quand j'étais avec les cannibales, je discutais avec eux. Bon, et comment préserver l'essence de la société cannibale, si vous voulez. Moi, j'ai vu créer un prolétariat à Nouméa. Je leur disais, mais arrêtez, ne venez pas travailler à l'usine du nickel. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on garde son identité? Et quand vous avez, j'ai des photos, comment est-ce qu'on transforme un cannibale en fonctionnaire des PTT, à l'époque, ou des postes? Alors d'abord, il est toujours habillé avec son big en basse, il est habillé sa manière, puis tout à coup, il met une casquette, et puis après, tout à coup, il est en uniforme. Mais je dis, est-ce qu'il est lui-même encore? Je me suis posé toutes ces questions. Alors, c'est pas facile de répondre. Hein. Et déjà, en Nouvelle-Calédonie, vous aviez les deux structures. Vous aviez les traditions, les chefferies, les grandes chefferies traditionnelles, qui maintenaient la spécificité des tribus, si vous voulez. Et puis, vous avez ceux qui étaient passés par le formatage des séminaristes, qui, eux, avaient la logique révolutionnaire comme Ben Bella. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Algérie, si vous voulez, le FLN est à l'Algérie, ce que la haine de la royauté est en France pour la République. C'est-à-dire que c'était une révolution. Donc il faut rentrer, vous posez la question, comment faire? Il faut reprendre les clés du verbe. C'est-à-dire il faut avoir un langage plus fort que nos ennemis. C'est-à-dire qu'il faut... Mais comment, Monsieur Upinski, quand les gens qui nous gouvernent utilisent les outils qu'ils ont mis en place contre nous, contre l'homme? Parce que c'est ce qui se passe avec la numérisation. Oui, mais justement, alors moi, si j'avais été écouté, excusez-moi. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que l'homme, la population, fait-elle pour donner de la voix quand elle en a de moins en moins? Non, alors là, bon, vous posez la bonne question, mais vous étendez. C'est-à-dire que moi, c'est tout mon combat depuis les années 60, 1960. Hein, ça pourrait remonter plus loin. C'est-à-dire que j'avais vu que les meilleurs... les mieux armés, les plus nombreux étaient toujours vaincus par les moins nombreux, les moins bien armés, etc. Et je me suis dit, il y a un truc. Ce truc, on peut dire, c'est la magie politique. On peut revenir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites avec comment est-ce qu'on peut détruire un magicien? En détruisant le charme de sa magie.
hein. On pourrait terminer sur cette image, mais ce que je constate effectivement, et oui, dans ce livre dans lequel j'ai tout dit, j'explique dans ce livre ce qu'il faut faire. J'espérais quand même, c'était manifeste pour 2022. J'espérais quand même que certains s'en emparaient. Eh bien, il a été censuré, évidemment, par le pouvoir, sauf par mes meilleurs ennemis qui me lisent avec intérêt, mais surtout par ceux qui devraient mener le combat. Pourquoi? Parce que là, on arrive, si vous voulez, je disais dans ce livre, vraie ou fausse révolution démocratique. C'était ce que prenait Macron. La clé, elle est dans la destruction de la figure de Macron. La réponse à cette question, c'est qu'en détruisant la figure de Macron et tout ce qu'il y a derrière, vous reprenez le pouvoir. Est-ce que les vraies ou fausses révolutions? On peut très bien vouloir remplacer Macron par un autre, et ce sera... Non, mais j'ai parlé de la figure. Oui. La figure. C'est-à-dire, c'est le symbole. C'est ce qu'il représente, ce ventriloque. C'est ce pouvoir qui nous fait croire que c'est nous qui disons ce qu'il nous dit. Parce que c'est ça le principe de la prétendue démocratie. C'est que vous êtes souverain, mais vous ne pouvez pas vous réunir, donc vous allez vous faire représenter. Et puis comme par hasard, c'est toujours le pouvoir qui est élu, ceux qui représentent le pouvoir. Et maintenant, puisque vous m'avez élu, vous allez m'obéir. C'est comme la Révolution. La Révolution vous dit, les Français étaient des esclaves jusqu'à la Révolution. La Révolution nous a apporté la liberté. Et comme c'est le plus grand bien, maintenant, puisque nous vous avons apporté la liberté, vous allez nous obéir. C'est le petit tour de passe-passe. Et Macron nous avait vendu une révolution. Et alors je dis donc, dans ce livre, que... on parle de cette enquête que j'ai menée, scientifico-policière, que j'ai dû mener durant l'été 2017, parce que je l'ai écrit instantanément, c'était évident, pour venir à bout de l'énigme, à partir d'un seul mot, ventriloque, d'un adverbe, en même temps, et d'une phrase. La politique, c'est un style, c'est une magie. Et donc, là, je révélais dans ce livre les 3 angles morts des Français, du peuple français dont on parlait. C'est 1, le secret bien gardé de l'élection Macron. Comment est-ce qu'il a gagné? Eh bien, par le langage ventriloque. Vous savez qu'il s'est fait représenter comme Jeanne d'Arc. Parce que par le système ventriloque, un an auparavant, il était à Orléans, il avait dit que finalement, son mouvement En Marche, c'était Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il s'était identifié, il s'identifie à tout ce qu'il veut, puisque avec ce système, on peut prendre toutes les formes. Et là, on n'est pas loin de la technique maçonnique. Ensuite, j'avais dit, donc c'était la première chose, le secret a été bien gardé, donc il a pu recommencer son secret avec le petit coup d'extrême droite, qui est facile. C'est-à-dire que si vous pouvez ventriloquer le diable, vous dites, lui, le diable, c'est le diable, tout le monde a peur. Donc lui, c'est le diable. Moi, je suis l'ennemi du diable, donc vous votez pour moi. Mais c'est tellement bête. C'est tellement simple. Ça. La deuxième chose que j'avais dit, c'est effectivement le mystère du plafond de verre. Comment se fait-il que les Français, le peuple, n'arrivent pas à prendre le pouvoir parce qu'il y a un écran de verre? Et là, il y a une métrique théologico-politique. C'est-à-dire que nous sommes pilotés par la droite et la gauche, comme en voiture. Bon, on nous dit à droite et à gauche. Alors les Français tantôt votent à droite, ça marche pas, à gauche ça marche pas, et indéfiniment. Mais parce que la droite et la gauche c'est la même chose. Bon, forcément, puisque quand vous tournez le volant et que ça marche pas, il faut regarder du côté des roues. Bon, mais non, on continue. C'est ce que vous dites. Au début, ils ne doutent pas assez. Ils disent, quand vous essayez une chose qui marche pas, il faut changer. Il faut changer le volant, il faut changer les roues. Ils commencent à douter maintenant, manifestement. On l'a vu avec cette histoire de Covid. C'est un corps d'élite. Alors j'anticipe sur ce que je dirais potentiellement. C'est que, je l'ai déjà dit, j'ai parlé d'appel aux guerriers, etc. C'est que rien n'est fait sans, j'emploie le terme pour être clair, sans chef. C'est comme la tête, sans chef. Donc pour changer les choses, il faut un chef. Et pour qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait un corps d'élite. Regardons les choses. Vous prenez la France. Bon, vous avez un certain homme politique, je ne dirais pas son nom, mais qui dit, bon, la France, ça vient d'où, les gallo-romains, etc. Mais personne ne vous dit ce qu'est la France. La France, c'est fait 3 éléments. Vous regardez historiquement, il suffit de regarder. Vous prenez la chronologie. C'est comme quelqu'un dit, c'est quelle est sa date de naissance, quels sont ses parents, et vous avez déjà compris un certain nombre de choses. Bon, la France, elle a été faite par les Francs. On ne vous le dit jamais. Et le grand mensonge de la Révolution, c'est de vous dire, nos ancêtres les Gaulois. C'est pas totalement faux. Mais pourquoi ça s'appelle la France et pas une gauloiserie? C'est là que les mots disent la vérité. C'est comme quand vous voulez honorer quelqu'un, vous dites pas citoyen, vous dites monsieur. Donc là, c'est un terme royal. Les mots ne trompent pas. Quand j'écoutais le socialiste, il a eu une noble attitude. Le noble n'a pas été raccourci à la Révolution. C'est l'aristo, mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Les mots disent la vérité. Donc les francs, s'il y a un premier élément, c'est un chef franc. Vous voyez Clovis, les francs. Bon. Donc il y a un élément, si vous voulez, royal, et un élément organique, c'est les francs. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des entités. C'est pas un truc. Bon. Et eux, ça c'est le premier élément.
qui ont chassé les Ostrogoths, les Visigoths, machin, etc. Parce que la France était envahie, c'est les fameuses invasions. Donc il y a eu un élément guerrier. C'est le chef. Il y a un chef qui a pris le pouvoir. Bon. Mais il s'est allié avec qui? Il s'est allié avec le clergé gallo-romain. C'était le clergé catholique. C'est-à-dire que le premier élément, c'est la guerre, c'est la biologie, et le principe quand même régalien, quand même. Faut pas oublier. Et le deuxième élément, c'est la religion. Donc qui occupait l'espace, si je veux dire, et qui encadrait, au sens religieux, les gallo-romains. Donc premier élément royal, et les Francs. Deuxième élément religieux. Troisièmement, les nations, les peuples. Il y avait à peu près une centaine de tribus gauloises à l'époque. Et à partir de ces éléments, vous avez eu la féodalité qui a été créée, l'homme de guerre protégeant les paysans. Vous aviez les Bellantes, ceux qui faisaient la guerre, les Orantes, c'était les religieux, les Orantes, et la Bresse, ceux qui cultivaient la terre. Et donc, par rapport à ce que vous dites, il y a une spécialisation. Les hommes de guerre, c'était une élite guerrière. Or maintenant, je dis, le peuple n'existe pas, il y a des éléments, c'est comme vous avez une tête, des membres, etc. Et nous ne pouvons en sortir que si nous avons une élite, et je dirais même une élite guerrière, mais au sens sémantique. Parce que nous ne nous battons pas contre c'est encore un texte d'écriture, contre des êtres de chair, mais contre des esprits. C'est-à-dire quand nous avons une théologie en face, il faut détruire la théologie ou l'antithéologie révolutionnaire. Il faut reprendre le pouvoir du verbe, et tant que nous n'aurons pas le discours fort, alors je vais vous répondre précisément, nous ne gagnerons pas. C'est-à-dire que le schéma, c'est quoi? Vous avez deux langages qui sont opposés. Il y a le langage de la France, d'autrefois, qui a été vaincu à la Révolution, qui a été remplacé par la théologie liberté, égalité, fraternité, etc. Ça a pris du temps, il y a la restauration, etc. Bon. Et il domine. C'est-à-dire que si vous ne vous réclamez pas de liberté, égalité, fraternité, vous êtes mort. On l'a vu avec le fameux mariage Taubira. Oui, ça, génuflexion devant l'égalité. On peut ouvrir tout à tout, etc. C'est génial. Mais c'est inimaginable. Tout le monde plie. Le Vatican n'a rien dit. Alors que le mariage, c'est le plus vieux truc du monde. Quand on a fait un écrou, on sait comment ça marche. Mais personne n'était capable, de peur d'être excommunié. Parce que si vous dites, vous ne faites pas une génuflexion devant ces trois dogmes, vous êtes mort. Ou la mort sociale, etc. Donc, il faut qu'il y ait un langage plus fort en face. Nous voyons que le Vatican n'a pas été capable de le faire. Et comme j'ai commencé à le dire, il n'a vu ni le mal des chiffres, ni que le verbe était passé à l'ennemi. Le verbe au sens du langage. Parce que liberté, égalité, dans la doctrine littéraire, c'est le haut c'est comme dans l'artillerie. C'est le haut qui commande le bas. Ce sont les principes. Et une fois que vous avez installé en haut, sur les monuments, liberté, égalité, fraternité, eh bien c'est au nom de la liberté, de l'égalité et de la sainte fraternité qui remplace au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi bête que ça, sémantiquement. À partir de là, comment est-ce qu'on peut vaincre liberté, égalité, fraternité et réduire à néant? Eh bien, par un langage plus fort et qui doit se matérialiser dans un débat télévisé. Je prends l'exemple pour que tout le monde comprenne. Si vous avez en face de Macron, si c'est lui qui est au pouvoir, quelqu'un qui montre que c'est un assassin, que c'est un inventeur, qu'il est l'ennemi du peuple, qu'il est antidémocratique, il est mort. Il est mort moralement. Encore faut-il pouvoir créer les conditions d'un tel débat. Oui, mais c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça que c'est empêché, si vous voulez. C'est pour ça notamment que je suis censuré. Et c'est pour ça que... Nous aussi. Oui, vous aussi. C'est-à-dire qu'il faut monter la pyramide. C'est-à-dire que pour que ça se fasse, il faut d'abord disposer de ce discours. Il existe. C'est-à-dire que dans un débat, organisé, c'est-à-dire sous l'arbitrage de la logique, de la raison, etc. Bon, vous avez bien vu qu'au moment quand vous avez le débat Marine Le Pen, Macron, elle n'a même pas été capable de lui parler du déficit, etc. Donc là, logiquement, quand vous faites une traduction grammaticale de la politique, vous voyez que le discours qui montre cette imposture existe. Et il existe, je l'ai mis en place, il existe. Alors bon, maintenant, il faut que, c'est comme dans un match, si vous voulez, dans une lutte, il faut pouvoir qu'il y ait les deux tenants du verbe et de l'antiverbe qui soient face à face pour montrer, je vais dire, au vu de tout le monde, la supercherie. Et ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y ait quand même un corps d'élite qui arrive à mettre en place ce débat. Je te défie, viens. Moi, j'ai lancé le défi à Macron, à l'aide du 28 mai. Il est évident qu'il n'y a pas eu de réponse.
Mais il faut donc mettre ce système, on l'appelle comme on veut, ce pouvoir, en état d'obligé de répondre. Parce que la liberté d'expression, c'est du pipeau. C'est cause toujours tu m'intéresses. Mais en droit, parce qu'il faut connaître le droit, une cause de cassation d'un jugement, c'est non-réponse à conclusion, en théorie. C'est-à-dire que le juge est obligé de répondre aux conclusions. Alors, il y a des tas de moyens de truquer, ça je connaissais rien. Mais là, dans cette prétendue démocratie, dans le véritable débat, il faut que quiconque, et ça c'est vrai en science, puisse poser la question et que la partie adverse ou l'autre soit obligée de répondre. Et c'est comme ça qu'on chemine vers la vérité. C'est-à-dire, c'est la non-contradiction. La vérité finale, c'est quand plus personne ne peut répondre. Et là, il faut organiser ce débat. Et c'est à ce à quoi je pense, c'est d'avoir une force sociale, politique et autres telle que, d'abord, le peuple dont vous parliez entende, dit tiens, il y a une question qui est posée. Ah, oui, voilà le langage alternatif pour nous libérer. Voici le langage de la libération et qui veut nous libérer du mensonge, de cette imposture et de ce crime au pouvoir. Il dit tiens, il y a une alternative. Et à ce moment-là, le pouvoir en place est obligé de répondre, et si les choses se passent comme elles, il s'écroule. Mais c'est ce qui s'est passé à la Révolution à l'inverse. Quand vous suivez mot à mot tout le cheminement de la Révolution, eh bien c'est tout à fait passionnant et tragique, c'est de voir que Louis XVI, qui avait tous les pouvoirs, se défait de tous ses pouvoirs jusqu'à sa garde constitutionnelle, parce qu'il est, j'emploie un mot pour une fois anglais, il est bluffé, il ne sait pas quoi répondre. Ben oui, c'est vrai, ils ont raison. L'Assemblée des Pingouins qui avait, c'était pas du tout représentatif du tout, les États généraux. Ils étaient tous en c'était des juristes, c'était des avocats du roi, etc. C'était rien du tout. La véritable peuple français dont vous parlez, c'était la paysannerie, notamment. Mais elle n'était pas conviée. Donc, une fois que vous avez des gens qui se réunissent dans une pièce, c'est ce qu'ils font tous les dire, nous sommes le peuple, nous sommes vous, c'est ça le ventriloquisme. Donc ce qu'il faut, c'est montrer, faire exploser cette bulle de la magie politique dont parle Macron, qui est la magie maçonnique, qui est cette magie qui nous fait croire que c'est nous qui sommes le souverain, que nous obéissons comme des esclaves. Et c'est quand vous assistez à un tour de magie, c'est la fameuse femme qui est coupée en deux puis qui se retrouve, une fois que vous avez compris le trucage, eh bien, vous êtes libéré du magicien. Mais tant que vous acceptez de jouer ce jeu, c'est ce que font les médias, de répondre à toutes ces questions du magicien, etc., vous êtes dominé, si vous voulez. Vous êtes dominé. Et donc, il faut faire exploser la bulle de la magie. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que, d'abord, il faudrait que chacun d'entre nous soit lui-même, d'abord. Regarde où il est, d'où il vient, qu'il vivifie l'organisme là où il est, qui reprenne le pouvoir autant qu'il veut. Bon, donc il ne soit pas français au sens général, mais qu'il soit de quelque part, d'un village, etc. Bon, ça, de son métier, etc. Première chose. Deuxième chose, arrêtons de regarder ce qui se passe aux États-Unis, en Russie. C'est une perte de temps. Alors, si vous parlez de Poutine, on pourrait parler de Poutine, ou on pourrait parler de Trump, ouais. Etc. C'est-à-dire que Poutine, il est lui, il est russe. Il est russe avant tout. Bon, et quand vous aviez, par exemple, l'Europe chrétienne, ça n'empêchait pas les princes chrétiens de se battre entre eux. C'est pas parce qu'un autre prince était chrétien qu'il n'allait pas vous choiraver telle province ou telle chose. C'est pas le même sujet, si vous voulez. Bon. Et donc, Poutine, supposons que Poutine soit ce que d'aucuns pensent, en tout cas, apparemment, il est russe, apparemment, il aime son pays, je dis bien apparemment, et il voudrait retrouver la Grande Russie. Bon, si on le prend comme ça, alors qu'il y a des personnes qui disent d'autres choses, eh bien, il est évident d'abord, il doit éprouver une certaine animosité parce qu'il avait tendu le bras à l'Europe de l'Ouest. Apparemment, c'est son unité. Donc, c'est un peu comme une femme déçue ou un homme déçu, il a une certaine rancœur. Ensuite, on l'a mis dans les bras peut-être de celle qu'il ne voulait pas avoir, c'était la Chine. Je ne suis pas sûr que ça soit sa tasse de café. Puis il y a la Sibérie qui est là. Enfin, faut voir tous les éléments. Donc lui, il va d'abord, il roule pour lui. Et si, je dis ça de manière un peu provocante, et nous avons probablement la chance d'avoir quelqu'un qui a quand même des nerfs d'acier, parce que je vais vous raconter une histoire qui est encore cachée, encore un mensonge. Pendant l'ère soviétique, il y avait évidemment un commandement qui était chargé de surveiller l'espace aérien soviétique à l'époque. Donc il y avait comme toujours un chef qui était là, avec ses subordonnés, et qui observait pour voir les violations de l'espace aérien soviétique. Et c'est historique ce que je vous dis. Et ça devrait être connu là encore. C'est très important pour la suite. Eh bien, tout à coup, il y a une violation qui est annoncée avec leur système de perception. Bon. L'officier qui est là, normalement, s'il appliquait la procédure, contre-attaque.
Il garde son sang-froid, il attend. Deuxième violation, il ne bouge pas. Alors c'est subordonné de dire qu'est-ce qu'on fait, chef, voyons, c'est pas possible, etc. Il ne bouge pas. Troisième, aussi, il appelle son chef, et ça c'est à vie. Allô, etc., il y a une violation. Le chef dit, écoutez, vous me rappellerez demain, je suis en train de dormir. Et ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le sort du monde peut être suspendu à ce genre de choses. Mais c'est ça la vérité. C'est pas liberté, les grands mots abstraits. Non, non, c'est ça la réalité. Derrière un député, il y a un homme, il y a des appétits. Derrière un journaliste, il y a un appétit. Il y a la vanité, tout ça. C'est l'homme réel. Et après, tout à coup, enfin, disons que la violation de l'espace aérien rentre dans la zone optique. C'est-à-dire qu'on peut voir si c'est vrai. Si c'est pas du numérique, si je peux dire. Si c'est pas de l'artificiel. Et tout à coup, on voit que c'était à l'heure. Et ce que disait ce film, qui est passé, c'est qu'effectivement, il a sauvé le monde. Parce qu'effectivement, s'il avait lancé une contre-attaque, contre-attaque, etc., enfin, c'était... il a été reçu aux États-Unis. Mais je pense que si cette histoire est très peu connue, c'est parce que souvent ça remet les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein d'enseignements sur un homme. Je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, il nous faut des hommes. Hein, c'est pas le peuple qui va s'en tirer. Lorsqu'il y avait la mode féodale, c'est parce qu'il y en avait un qui était plus baraqué et plus courageux que les autres. Et je rappelle une chose intéressante, c'est que si on parle de basse-cour, c'est la basse-cour du château. Donc, contrairement à ce que disent certains, le château n'opprimait pas les paysans, il les protégeait. Et c'est la base du politique, normalement, c'est d'échange de bons procédés. Je protège et en contrepartie, il y a des choses. Et actuellement, nous ne serons sauvés. Nous avons besoin de guerriers de l'intelligence, je dis bien le mot, parce que c'est une guerre de l'intelligence actuellement. Il faut reprendre le pouvoir du langage, il faut pulvériser cette magie politique, et il faut du courage, il faut un corps d'élite qui est à l'image de la bonne chevalerie, je veux dire, protectrice, qui protégeait les villages, de la mode féodale, etc. Mais là, sont avec des éléments intellectuels. Il ne s'agit pas de coup d'État. Et je vous dis, Poutine, il a très probablement une certaine sympathie, si vous voulez, mais pour les bons chez nous. Mais quand on devient le pays ennemi, eh bien, il y a une animosité qui vient. Et s'il devait nous vitrifier pour son bien, je pense qu'il n'hésiterait pas si ça rentrait dans ses calculs. Donc arrêtons d'attendre des autres ce que nous devons faire nous-mêmes. Au lieu de passer son temps à regarder le mondialisme, les trucs, etc., il faut cultivons notre jardin, et ce qu'il faut, c'est reprendre le pouvoir partout, et pour remettre le langage à l'endroit. Je vous rappelle que la révolution, c'est la révolution du langage, reprendre le pouvoir chez nous, et pouvoir nous entraider, nous aider et exister tout simplement parce que nous sommes en train de disparaître de la carte intellectuelle, spirituelle et politique. Merci beaucoup Arnaud Hupinski, c'était passionnant. On a passé 1h40 ensemble. Vous nous tiendrez au courant de vos ouvrages. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui sortait. D'une bonne décision qui sera prise, mais n'anticipons pas. D'accord. Dans ce sens, vous nous garderez la primeur. Le pouvoir, et je vous dis, il ne s'agit pas de guerre civile, etc. Il faut reprendre le pouvoir en tout bien, tout honneur, et à la loyale, si je peux dire, en vérité. Vous nous garderez les primeurs ou pas? Nous en reparlerons après l'antenne. Au téléphone. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.